Bien, bonjour à tous. Ça fonctionne ou pas? Oui. Oui. Toutes et tous. Donc, l'idée de cet atelier, c'est des réflexions qu'on a depuis un moment, mais qui ont sans doute pris une acuité particulière depuis la dissolution et la reconfiguration du champ politique qu'on connaît. Et en substance et en très résumé, c'est comment on s'y prend pour élargir. Attendez une seconde, on va monter le son. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Alors, il faut que tu parles, je pense qu'on est surtout bien en face, en fait. Il est bien fort, il n'est pas en bas du menton. Ok. Et donc, ouais, comment, en résumé, comment on élargit largement nos capacités d'alliance, quoi. Disons que... Attends, on va monter un peu le son. Ouais. Mais je peux brailler plus, hein. Oui, bah oui. Je suis pas Oui, sûre, carrément. je suis pas sûre. Je crois que le volume est à fond déjà. Ok. Non, je parle Ah, plus vas-y, fort. vas-y. Et ouais, je vais employer le nous, mais c'est un nous un peu bizarre. Ça désigne plus ou moins les soulèvements de la Terre, même si ce qu'on va raconter là n'est pas du tout consensuel dans les soulèvements de la Terre. Et par ailleurs, c'est un nous un peu plus large qui inclut, je sais pas trop quoi, disons une écologie radicale paysanne, quoi. On n'a pas encore vraiment d'appellation. Et disons que dans les dernières années, on a joué ce qu'on pourrait appeler la polarisation, c'est-à-dire augmenter le niveau de conflictualité qu'on assume. Et c'était sans doute essentiel de le faire. C'était une façon d'affirmer en gros qu'on est collectivement dégrisé du mythe de la social-démocratie. Cette idée d'après laquelle si on vote bien et qu'on fait quelques manifs pacifistes, tant bien que mal on va réussir à orienter les décisions de nos dirigeants politiques dans la bonne direction. Et c'était fondamental, vraiment ce mythe est devenu un poison anesthésiant dont vraiment il faut se défaire, et on a affirmé que on a pris acte collectivement que disons, les élites dirigeantes et possédantes, là encore c'est des catégories très vastes, on parle de classe évidemment, pas d'individus, ont fait le choix collectif de renforcer par tous les moyens possibles les infrastructures du capitalisme industriel, que c'est ça leur réponse collective à la crise écologique, qui n'a absolument aucune intention d'en traiter les causes, mais de renforcer les structures qui assurent leur domination. Et c'est ça leur réponse, en gros, c'est se mettre à l'abri, conserver leur domination pour échapper aux effets de la crise écologique un peu plus longtemps que les autres. Et donc on a montré qu'on est conscient de ça, qu'on n'est plus naïf là-dessus, et que maintenant on va répondre avec un niveau de conflictualité qui est à la hauteur de ce qu'eux imposent. Et qu'on va donc s'opposer frontalement au maintien par l'aménagement du territoire du capitalisme industriel, et que dans le même geste, on va essayer de ébaucher, préfigurer les formes d'organisation politique, les façons de s'organiser, les façons de faire de la paysannerie qu'on espère voir émerger et croître dans les années qui viennent. En gros, on renoue avec une forme d'action directe, c'est-à-dire on s'oppose au monde dont on ne veut plus, et dans le même geste, on essaye de faire croire, de préfigurer celui qu'on voudrait voir advenir. Et c'était très bien de le faire, sauf que force est de constater que même si là on a l'air d'être fabuleusement nombreux, on est extrêmement minoritaire, qu'en termes de puissance politique, on confine à l'anecdotique, et que donc si là on se contente d'accentuer la polarité des lignes, des lignes de conflictualité telles qu'elles sont, il n'y a aucune chance que les choses tournent en notre faveur. Et donc maintenant qu'on a polarisé le champ, il s'agit de transformer nos façons de militer, nos façons de penser nos actions, peut-être le concept même d'action, pour ne plus jouer la seule polarisation, mais le déplacement des lignes de conflictualité, et notamment dans l'agro-industrie, puisque ça va être un peu le sujet du jour, et que c'est quand même le cœur du problème, parce que c'est une des pièces maîtresses des jeux de domination qui nous empêchent et qui nous enserrent dans le monde moderne, quoi. Et notamment, alors la question dépasse largement la FNSEA, mais on va prendre sans doute cette entité comme cas d'étude, parce que ça a des vertus au moins pour penser les choses, quoi. Parce que déplacer les lignes de conflictualité, c'est évidemment pas chose facile. Il y a tout un tas d'obstacles qui nous empêchent de le faire. Et il y en a peut-être un qui est certainement pas le principal, mais sur lequel on a directement prise, qui est, disons, une tendance dans le monde militant, sans doute en raison de la conviction du fait d'être dans le juste et dans le vrai, à affronter nos adversaires comme des blocs unis, quoi, comme des entités unifiées qu'il faut battre comme un tout. Et notamment la FNSEA. Spontanément, on se dit, bon ben voilà, les syndiqués FNSEA, c'est des méchants, on va les affronter,
on va les battre et on ne sait pas trop, on va les remplacer par des néo-paysans qui seront soucieux du vivant et qui œuvreront à organiser des réseaux d'autonomie alimentaire. Alors, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Déjà parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous et parce que de toute façon, on ne va pas faire sans eux. Et ça tombe bien parce que ce n'est pas un bloc uni, ça n'a rien à voir avec un bloc uni. L'unité de la FNSEA, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est cette espèce de truc où en gros une élite dirigeante se gave grâce aux mécanismes macroéconomiques qui détruisent l'existence des paysans et des agriculteurs qui sont censés représenter. Enfin, c'est pas Dieu possible qu'on n'arrive pas à faire passer une ligne de conflictualité au milieu de ça, à les diviser, à penser nos actions, nos façons de militer pour, à minima, séparer la tête de la base, ou au minimum ne pas les ressouder contre nous, parce que ça c'est malheureusement pour l'instant ce qui se passe. C'est-à-dire que en donnant prise à cette figure médiatique hyper facile de l'écologiste radical casseur de bassines, on crée une image culturelle qui ressoude des gens qui devraient être des ennemis dans le champ politique et économique, et on les ressoude contre nous sur des critères culturels. Et donc voilà, ce qu'on va essayer, on ne sait pas trop comment parce qu'on est beaucoup, on va essayer de mettre ça en discussion sous forme d'atelier, de se dire, c'est déjà un peu ce qui se passe pendant ce village de l'eau, hein, déjà d'accentuer vachement sur la formation et aussi de cibler le port de La Rochelle samedi, alors que globalement la coordination rurale, l'État nous attend sur les bassines. On dit ben non mais regardez, en fait on est tous d'accord, on s'oppose à la spéculation sur les matières premières, sur le blé, c'est des choses que vous défendez aussi pour commencer à déplacer les endroits et surtout percer le piège de la classe dirigeante qui est de reformuler la conflictualité en termes culturels, de la redessiner en des termes économiques, politiques, enfin matériels, beaucoup plus réels que ce qui est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc on commence par, ça c'est le teasing, par Alessandro Pignocchi, auteur de bande dessinée. Moi je suis Laure Ducos, ancienne porte-parole de Greenpeace France sur les enjeux agriculture et alimentation, maintenant indépendante pour des ONG, et j'ai écrit un livre sur l'agro-industrie et l'alimentation, donc je vais intervenir aussi. Et Thomas Gibert, secrétaire national de la Confédération paysanne, et tu étais très impliqué au moment des révoltes paysannes du mois de février, qui n'était qu'un symptôme, un énième symptôme des révoltes paysannes qui ont lieu depuis en fait des siècles, et donc tu vas pouvoir t'exprimer aussi. En gros, ce qu'on va faire là, c'est que je vais dresser un bref historique en fait, de rappeler qu'est-ce que la FNSEA, qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi puissante aujourd'hui, et donner un exemple de comment se manifeste cette puissance. Je viens de me rappeler qu'il fallait qu'on ralentisse pour les traducteurs et traductrices. Ça va sembler un peu bizarre, mais on va faire phrase après phrase. Vous nous direz. Donc je vais commencer par cette première partie. Thomas ensuite va continuer et va faire la même chose mais avec la coordination rurale, autre syndicat, plus à droite, voire très très à droite, et nous parler de son expérience et de l'expérience de la Confédération paysanne dans ce déplacement des lignes de conflictualité dont parlait Sandro à l'instant, avec cet exemple très pratique des révoltes de février. Et puis Sandro reprendra la parole pour parler plus des mécanismes cognitifs, des biais cognitifs, de tout le fonctionnement neuroscientifique qu'on a, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, tu le diras beaucoup mieux que moi, mais tout le fonctionnement qu'on a pour justement penser nos actions différemment. Et ça durera en gros 1 heure avec questions-réponses, et après on aura une deuxième partie, plus atelier en sous-groupe, et on vous invite vraiment à y participer, parce que si on est là, si on n'a pas cet atelier, c'est parce qu'on n'a pas la réponse à la question qu'on a envie de poser, qui est quel type d'action, comment imaginer des actions pour déplacer ces lignes de conflictualité. On le redira, on le réexpliquera un peu mieux, mais donc l'idée c'est de travailler ça en sous-groupe et de ramener les réponses pour qu'on puisse nourrir la réflexion au sein des soulèvements de la Terre sur ces actions. Il y a aussi d'autres personnes dans la salle qui peut-être répondront aux questions. Il y a Christophe Bonneuil, Inès Léraud, et puis il y a beaucoup d'autres personnes ici très compétentes sur le sujet. Donc voilà, on fera un ping-pong, une prise de parole différente après les différentes présentations. Oui, alors s'il vous plaît, voilà. Il y a encore de la place là tout devant. Il y a bien quelques mètres carrés de libre. Il y a le premier rang. Et au cas où il y a des personnes qui partiraient plus tôt que la fin de l'atelier, sachez qu'on va d'ores et déjà proposer de se retrouver de façon plus informelle, sans l'avoir écrit dans le programme, mais demain à 18h, demain à 19h
se passe des trucs avant. Demain à 19h, devant le chapiteau Loutre. Juste pour continuer la discussion, qu'on n'aura sans doute pas eu le temps de terminer aujourd'hui. Ça, c'est sûr. On en a pour quelques siècles. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dehors qui ont besoin de venir? Il y a encore de la place devant. Mais il fait chaud dedans. A priori, c'est bon. Vous êtes super. Merci pour cette solidarité. Il y a des petits bouts de papier qui traînent si vous voulez faire du vent comme ça. Ok. Ok. Je prends un temps pour vous parler de l'historique en fait, de la FNSEA. Donc la FNSEA, donc la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, syndicat majoritaire aujourd'hui en France. Je vais lire un peu mes notes parce que c'est pas tous les jours que je reviens sur l'histoire de la FNSEA. Mais en gros, il y a le titre de cet atelier, il parlait notamment de lutte des classes. La lutte des classes est quelque chose qui traverse le monde paysan depuis toujours et qui traverse même la FNSEA. Donc, je vais revenir sur les liens entre lutte des classes et politique. Je vous invite à faire un bond dans le passé, un bond en arrière, et à revenir en 1940. 1940, Seconde Guerre mondiale. Je regarde les traducteurs, traductrices de temps en temps, ça va. 1940, Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion du maréchal Pétain, la corporation paysanne est créée. La corporation paysanne qui est un premier... Enfin, il y a déjà eu des organisations agricoles, mais c'est une entité qui se veut réunir tous les métiers de la profession agricole. Sauf que c'est sous l'égide du maréchal Pétain, et ça construit une organisation qui est très hiérarchique, qui s'inspire de l'agrarisme passé, qui s'inspire des mouvements agricoles passés, et notamment du catholicisme. D'un catholicisme assez dur, avec une pensée donc très élitiste, très hiérarchique, et finalement donc empreinte de cette religion-là. À ce moment-là, la corporation paysanne, donc elle est utilisée par Pétain pour vraiment inscrire le retour à la terre que promeut le maréchal pendant la guerre, pour donner toute sa puissance à la France. C'est l'un des fers de lance de Pétain pour assurer la puissance économique de la France. 1945, la guerre se termine, et là il y a une autre organisation qui est officialisée, c'est la Confédération Générale de l'Agriculture, la CGA. La CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, elle est officialisée à ce moment-là, mais elle vient d'une organisation qui était clandestine, qui existait déjà, même si non officielle, et qui était issue de militants socialistes et radicaux. Donc on commence déjà à avoir un clivage gauche-droite à cet endroit-là. Sauf que, un an après, en 1946, il y a la FNSEA qui est créée, et la FNSEA à ce moment-là est une branche de la Confédération Générale de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'elle est une branche, cette organisation issue de militants socialistes et radicaux de gauche. Et oui, en fait, la FNSEA a des racines très à gauche. Sauf que des anciens cadres du gouvernement Vichy vont décider de se réapproprier cette FNSEA. Donc cette FNSEA qui représente la branche des exploitants de la CGA, de la Confédération Générale de l'Agriculture, c'est trop dur à étouffer, donc ils décident de faire de l'entrisme et donc de récupérer la FNSEA. Ça veut dire quoi de l'entrisme? Merci. Et n'hésitez pas, s'il y a des mots comme ça que vous ne comprenez pas, à nous demander. Ça veut dire qu'ils font de l'entrisme, ça veut dire qu'ils se sont infiltrés, qu'ils ont pris des postes au sein de la FNSEA, et que petit à petit, ils ont phagocyté de l'intérieur la FNSEA, jusqu'à mettre un président, un responsable FNSEA de leur bord, très à droite, et jusqu'à grands coups de manœuvre et de magouille, que je passe, sinon il faudrait 4 heures, ils ont réussi à s'approprier l'ensemble de la Confédération Générale de l'Agriculture. Et donc à la détruire, et elle prendra fin officiellement en 1953. Mais la FNSEA persistera. Et donc en fait la FNSEA, c'est cette hybride, avec quelques racines qui sont plus réduites à l'état de poudre de ce militantisme radical de gauche, et surtout empreinte de toute la structuration de la corporation paysanne du gouvernement de Vichy. Et donc à ce moment-là, la FNSEA, elle est toute puissante. Elle est toute puissante, et donc on arrive aux années 50, 60,
Et dans les années 50 et 60, c'est le moment où les marchés s'ouvrent, en particulier dans les années 60. C'est le moment où les marchés s'ouvrent, où l'Europe est créée, où la politique agricole commune est créée. Et donc là, ce conflit à la fois politique et le conflit de classe qui existait déjà au sein de la FNSEA et au sein des mouvements paysans vont s'aggraver encore plus, vont s'accentuer encore plus. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement de Gaulle décide de faire de l'agriculture une agriculture productiviste et il soutient les exploitations de taille moyenne, voire les grandes, très grandes exploitations. Et donc tout est fait dans l'économie et les politiques publiques pour soutenir les exploitations qui peuvent aller vers l'export et donc gagner des parts de marché à l'international et donc faire fleurir la puissance économique de la France au détriment des plus petites exploitations. Et donc là, c'est là où la FNSEA va jouer un très grand rôle dans ce développement-là, puisqu'elle va appuyer ça, elle va tout faire pour aider, soutenir le développement des moyennes et grandes exploitations et faire en sorte que les plus petites exploitations, toutes les fermes de 1 hectare, 3, 5, 15 hectares, qu'elles mettent la clé sous la porte. Et donc là, la lutte des classes au sein même de la FNSEA et au-delà continue de s'accroître. Elle continue de s'accroître jusqu'aux années 80, puisque la Confédération paysanne est créée en 1987, la Confédération paysanne est créée. Donc elle n'existait pas jusque-là. Et donc pendant toutes ces années, entre les années 70-80, la FNSEA est toute puissante. Elle est le principal interlocuteur du gouvernement. Elle bénéficie de tout ce passif historique de lien avec l'État extrêmement étroit. C'est pas pour rien qu'on parle de co-gestion de la politique agricole aujourd'hui en France. Ça a ses racines dans ce passé de co-gestion très étroit. Et en plus, il faut savoir, juste pour se rappeler aussi qu'à ce moment-là, là je décris de façon très binaire et très simplifiée, mais à ce moment-là, il faut quand même se rappeler que la FNSEA, elle portait aussi une idée de modernisation du métier de l'agriculteur et de l'agricultrice. Et donc, elle soutenait l'idée de sortir d'un métier considéré par certains et certaines, pas tout le monde bien sûr, d'un métier sale, de bouseux, de misère, avec très peu de salaire, etc. Ce qui était partagé par une partie du monde paysan, mais pas tout le monde. Et cette lutte des classes, elle se retrouve notamment, et je vais passer à mon dernier point et arrêter là, mais elle se retrouve notamment entre les grands céréaliers et les éleveurs. Alors là aussi c'est très binaire, hein. Il y a des éleveurs qui s'en sortent très très bien et des céréaliers qui s'en sortent moins bien, mais globalement s'il y a un truc à comprendre dans l'agriculture, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui encore, avec la politique agricole commune et le mode de subvention qu'on a, les plus grosses fermes qui ont les plus grandes surfaces ou les plus grands cheptels sont celles qui touchent le plus de subventions. Et notamment, aujourd'hui encore, les grands céréaliers, qui peuvent toucher plusieurs centaines de milliers d'euros d'aide PAC par an, vont avoir une puissance toute particulière et vont avoir toute leur place dans ce qu'on pourrait appeler l'élite agricole. Voilà. Et c'est pas pour rien que Arnaud Rousseau est aujourd'hui président de la FNSEA et qu'il a été autant décrié pendant la crise de février de cette année. Mais ça, on y reviendra. Décrié par. Pardon ? Décrié par. Décrié par qui ? Décrié par nous, les gauchos alternatifs. Pas en interne, ce que je veux dire, c'est pas en interne. Et en interne aussi, c'est et ça. on va, mais je laisserai Thomas, je ne vais pas empiéter sur sa partie. C'est ça. La FNA, si elle est si puissante aujourd'hui, c'est pas uniquement parce qu'elle fait rêver et qu'elle a une idéologie qui plaît à tous ses adhérents et adhérentes. Ça, il faut que ce soit très clair, et que c'est pour ça que je trouve que l'idée de travailler sur cette polarisation et le fait de scinder, de travailler sur ce clivage au sein de la FNSEA est absolument pertinent. C'est qu'il y a beaucoup de témoignages d'agriculteurs et d'agricultrices qui s'inscrivent à la FNSEA parce qu'ils y sont obligés ou fortement encouragés. Fortement obligés dans quel cas ? C'est très concret, il y a des agriculteurs qui le disent, hein, quand ils veulent se mettre en coopérative, eh bien les dirigeants de la coopérative leur disent, pour devenir membre, pas de problème, allez-y, vous payez tant, vous signez ça, et au passage, on vous demandera juste de signer ce petit papier d'adhésion. Et donc ils sont obligés de devenir adhérents FNSEA pour faire partie de la coopérative. Donc il y a des éléments très concrets comme ça où en fait ils le font. Il y a aussi tout l'enjeu que Inès Leroux a très bien exprimé dans Algues Vertes et il y a plein d'autres journalistes qui l'ont fait dans d'autres livres comme Nicolas Legendre dans Silence dans les champs. Mais il y a cette idée que la FNSEA est devenue une véritable mafia locale. Et donc en fait quand on a affaire à la mafia locale, s'en sortir pour obtenir des terres, un prêt, des assurances
En fait, tout ça, c'est très compliqué quand on n'est pas en lien avec la FNSEA. Et donc, il y en a qui font le choix d'adhérer à la FNSEA pour se faciliter la vie, ou juste pour pouvoir arriver à faire leur métier. Et enfin, il y a un dernier point que je voulais nommer avant d'exprimer cette toute-puissance-là, c'est la question des services administratifs proposés par la FNSEA. Aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il y a eu ces énormes révoltes au mois de février dans toute l'Europe. L'administratif est très lourd. Pour obtenir des aides, des subventions de la PAC, donc de l'Europe, c'est parfois des dossiers très lourds, qui prennent beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, la FNSEA propose des services, et pour 17 € par dossier, 200 balles par an, en fait, la FNSEA fait les dossiers pour les agriculteurs. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait qu'ils ont envie d'adhérer. Elle fait aussi les services juridiques. J'ai été en contact avec une éleveuse qui me disait « Moi, je me suis retrouvée en conflit avec Lactalis. Eh bien, la FNSEA m'a aidé à me défendre face à Lactalis. Parce qu'ils proposent des avocats, ils proposent des services juridiques. Et donc, tout ça fait que c'est une toute-puissance qui n'est pas facile d'attaquer d'un bloc. Et je donnerai un exemple de comment cette toute-puissance se manifeste. C'est quand moi j'étais encore à Greenpeace à l'époque, au moment de l'invasion par la Russie de l'Ukraine. J'imagine que vous vous rappelez encore de ce moment-là. Et donc, c'est le moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc Ukraine, grenier à blé de l'Europe. Elle exporte toujours énormément de céréales dans le monde entier. Et certains pays sont dépendants des importations aujourd'hui, pour plein de raisons coloniales sur lesquelles on ne reviendra pas maintenant. Mais donc elles sont très dépendantes. Sauf qu'au moment où il y a eu le blocage des ports, tout le pays a été bloqué, les exports ont été bloqués, dans les 24 heures qui suivaient, la FNSEA a lancé un communiqué de presse qui disait « Attention, l'Ukraine a été bloquée », donc quelques mots de gentillesse pour faire passer le message sur les Ukrainiens et Ukrainiennes, et puis « Attention, danger de pénurie, on va manquer de céréales, donc il faut produire plus, donc il faut tout de suite faire sauter tous les verrous environnementaux au niveau européen. Et donc il faut lever en tout premier l'obligation d'avoir des jachères dans les champs. Parce qu'à l'époque, normalement dans la PAC, il faut absolument avoir des jachères et d'autres infrastructures agroécologiques pour pouvoir obtenir certaines aides. Et ça, c'est un combat qui date des années 60, depuis le début de la PAC. Et donc ils ont demandé ça. 48 heures après, le ministre de l'Agriculture de l'époque, Normandie, signait la main d'une responsable européenne en disant « On s'est mis d'accord, on va arrêter les jachères ». Sauf que ça n'avait aucune raison d'être, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun problème de volume, il y avait des réserves dans plein de pays, et il n'y avait absolument pas de danger de pénurie. Les économistes ont été formels là-dessus. Donc c'était qu'une rhétorique libérale mensongère pour faire passer le fait de faire sauter les quelques verrous environnementaux qui existent. Et ça, c'est ça la toute-puissance de la FNSEA. Et je termine là-dessus, la présidente de l'époque, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, elle n'est plus présidente, elle a été remplacée par Arnaud Rousseau, mais je ne sais pas si vous le savez, elle est restée présidente du COPA-COGECA, qui est l'énorme lobby agricole européen. Et donc elle continue ses dégâts là-bas. Je m'arrête ici, et je te passe la parole Thomas. Il va intervenir pour parler de la coordination rurale et de son expérience au sein de la conf sur la scission au sein de la FNSEA. Et après, on prendra un temps de questions-réponses avant de passer à Sandro. Vous m'entendez ? Ouais, super. Bonjour à tous et toutes, du coup. Thomas Gilbert, paysan au sud de la Haute-Vienne. Je suis maraîcher et donc secrétaire national de la conf. Et je vais rapidement, beaucoup plus rapidement que toi. Ok. Bon, là, vous m'entendez hein ? Ok. En plus, bon, je vais essayer de faire fort. Je vais rapidement vous présenter la coordination rurale. Donc la coordination rurale, c'est quand même le deuxième syndicat agricole en France, au coude à coude avec la Confédération paysanne. Nous on est autour de 20%, eux autour de 21%. La coordination rurale, elle a été créée en 1991 en réaction en fait à une réforme de la PAC qui était une réforme très importante puisque on est passé, elle a été entérinée en 92 cette réforme de la PAC et elle a entériné le fait qu'on a arrêté de subventionner les prix des productions agricoles pour passer plutôt à une subvention en fonction. Les aides sont devenues découplées de la production et du coup elles ont été définies par rapport à la surface agricole qu'on avait.
Donc en gros, ça a été un peu le début de la course à l'agrandissement et de tout ce qui s'ensuit sur la disparition de notre profession. Elle s'est aussi beaucoup mobilisée contre l'entrée des productions agricoles dans les accords du GATT, qui étaient un peu les prémices de l'OMC de l'époque. Et donc c'était vraiment une critique de la libéralisation de l'agriculture. Et donc comme c'est vrai que en connaissant ces deux actes fondateurs, on pourrait se dire bah c'est plutôt des copains quoi. Mais en fait il faut savoir quand même que dès le début il y avait toujours un peu ce fond un peu identitaire. Voilà, un de leurs slogans qui restait, c'était nous nous battons pour maintenir notre civilisation. Voilà, pas vraiment un discours de gauchiste. Et donc en fait, ce qu'il faut vraiment savoir de la coordination rurale, c'est que en fait, c'est pas réellement un syndicat agricole ayant un projet politique clair comme nous on pourrait l'avoir à la Confédération paysanne ou pourrait l'avoir à la FNSEA. Faut vraiment comprendre que les responsables politiques peuvent dire à peu près tout et son contraire au niveau départemental et au niveau national. On peut prendre rapidement pour exemple le rapport au photovoltaïque, le rapport au traité de libre-échange. Et en fait, pour nous, notre analyse, c'est qu'elle représente plutôt un espèce de mouvement de défense identitaire d'une certaine identité paysanne. Et donc, c'est clair que pour nous, il y a vraiment elle fait vraiment son beurre en fait sur le fait de revendiquer cette identité et donc de mettre en avant des épouvantails type l'écolo, bobo, gauchiste de base. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les discours politiques que font les représentants, par exemple, de mon département en Haute-Vienne, sont uniquement ciblés sur des revendications contre des revendications environnementales, pseudo-bobo-gauchistes, etc. Alors même que en Haute-Vienne, nous n'avons pas de nappe phréatique et donc pas de méga-bassines, alors que du coup le sujet des méga-bassines est extrêmement présent en Haute-Vienne, et le sujet aussi des pesticides est énormément présent, alors même qu'en Haute-Vienne, on est sur un département d'élevage, et donc avec énormément d'herbes, et donc très peu de raisons de se mobiliser sur la question des pesticides. Donc il y a clairement une volonté de cliver au sein de la ruralité par ce syndicat et pour au final mieux régner. Et en final, c'est un peu on se rend compte que c'est un peu la technique aussi que pourrait avoir l'extrême droite. Du coup, je pense que c'est important d'avoir un peu ça en tête, puisque on se rend compte que depuis les révoltes paysannes, on a l'impression qu'il y a un début de fracturation de la FNSEA. Par aussi un peu ce mouvement politique des révoltes paysannes qui a politisé en fait une partie des paysans et des paysannes en France, et du coup se sont rendus compte un peu aussi, on l'espère un peu grâce au discours qu'on a essayé de porter avec la Confédération paysanne, du fait que les représentants politiques de la FNSEA ne représentaient que leurs propres intérêts. Notamment, on a réussi à un peu cibler Arnaud Rousseau comme agri-manager, responsable d'une immense ferme de 700 hectares, à la tête du gros groupe agro-industriel Avril. Et donc, on a essayé de mettre en avant que lui, son intérêt, sa fortune à lui, il l'a bâtie sur la spéculation des matières premières. Donc, il n'a aucun intérêt à remettre en cause le libéralisme, etc. Et donc, à faire que la question du revenu puisse avancer. Et du coup, ce début de fracturation, on se rend compte que malheureusement, pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'elle est en faveur de la coordination rurale. Et là, on le sent bien avec la pression qu'ils mettent aujourd'hui sur le village de l'eau, etc. Ils prennent de l'ampleur, ils prennent aussi de la radicalité dans leur discours, etc. Et donc, il faut qu'on se pose la question de pourquoi en fait
cette classe historique paysanne, pourquoi en fait elle va plutôt vers la coordination rurale plutôt que, j'allais dire la confédération paysanne, mais vers le mouvement en général gauchiste, environnementaliste, etc. Et du coup, cette question, c'est un peu ce qu'a décrit un peu Alessandro Pinocchio en introduction, c'est comment faire que la classe paysanne historique, comment être audible à cette classe paysanne historique pour fracturer la FNSEA et éviter qu'elle parte à la coordination rurale. Parce que il faut l'affirmer et le réaffirmer, nous ne souhaitons pas remplacer la classe paysanne historique par des néo-ruraux parce que nous ne sommes pas d'accord avec leur mode de production. Ce serait quelque chose d'autoritaire et de pas enviable parce que voilà, c'est nos voisins, c'est nos copains, ils sont sympas. Et aussi parce que ce serait absolument pas stratégique puisque c'est quand même eux qui ont les connaissances paysannes pour la production agricole. Je pense qu'on pourrait un peu élargir aussi à comment parler à la ruralité de manière générale, comment la gauche doit parler à la ruralité de manière générale pour éviter l'expansion de l'extrême droite. C'est un sujet qui nous taraude beaucoup à la conf depuis longtemps, et selon nous, ça commence par éviter de cibler la responsabilité individuelle des paysans et des paysannes, et plutôt cibler la responsabilité du système économique dans lequel ils sont enfermés. Et du coup, nous, on appelle un peu ça le discours systémique. Par exemple, nous, on est un syndicat qui est pour la sortie des pesticides, mais on ne va pas dire, en fait, ceux qui utilisent des pesticides, ils sont trop cons, ils devraient passer en circuit court, récupérer la valeur ajoutée et passer en bio, etc. Non, on va plutôt dire, le pesticide est une arme de concurrence sur le marché international. Et donc, si les paysans arrêtent d'utiliser certains pesticides, ils vont augmenter leur coût de production et donc ils vont augmenter leur marge et donc ils vont se retrouver dans une précarité encore pire que dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et tout ça, ça a été un peu notre travail un peu qu'on a essayé de mettre en avant en ciblant énormément le revenu paysan et en ciblant aussi par exemple plutôt les prédateurs de la valeur ajoutée paysanne, ce qu'on a appelé un peu tout ce qui était Lactalis, les centrales d'achat. Pendant les révoltes paysannes, on a essayé de mettre en avant plutôt des cibles qui font partie du système, qui se gavent en fait sur le dos des paysans et des paysannes et qui empêchent en fait la rémunération du travail paysan. Pour être audible, il faut aussi utiliser un vocabulaire qui parle aux gens. L'idée, c'est que c'est pas de prendre les gens pour des cons, mais tout simplement de dire juste on va faire un effort pour que tout le monde puisse capter de quoi on parle, sans qu'on ait forcément fait un bac+8 en politique agricole. Donc alors on va pas forcément parler tout de suite de mettre à bas le capitalisme pour mieux rémunérer le travail plutôt que le capital, on va plutôt dire il faut travailler sur le revenu paysan. Et le revenu paysan, comment on fait pour l'avoir ? Il faut qu'on arrête d'être en concurrence sur le marché international, donc il faut qu'on sorte des traités de libre-échange, il faut qu'on mette de la régulation du marché. Et donc, à partir de cette idée du revenu, on va pouvoir développer un peu toute notre idéologie politique et qui va parler en fait aux paysans et qui va pas être... Pardon, je parle un peu vite. Je vais réduire un peu la vitesse. Et ça, c'est peut-être une des victoires qu'on a un peu faites, c'est retrouver aussi une certaine crédibilité de la Confédération paysanne suite à ces révoltes qui avaient été, il faut le dire, un peu réduites suite aux actions liées avec les soulèvements de la terre et à Sainte-Soline. Je le dis, j'ai été le premier à pousser à ce qu'à la conf, on suive les actions des soulèvements de la terre, et je le dis en ayant totalement... voilà, vous avez compris. Avec plein d'amour. Voilà, avec plein d'amour, tout ça. Ouais, ça j'ai déjà dit. Au niveau de la stratégie des actions, du coup, il nous semble un peu pertinent d'éviter les
des actions frontales par rapport aux bassines. Pour nous, ça va faire que cristalliser en fait cette crispation identitaire qu'on retrouve avec ces gens de la coordination rurale qui sont rouges de rage et qui sont prêts à débarquer, etc. On a clairement besoin de changer de cible pour qu'elle soit plus liée au système qui étrangle les paysans et les paysannes. Et donc, bon, je termine peut-être sur ça, non, c'est un peu naze. Okay. Non, une réflexion qu'on s'est dite, pour finir, on a l'impression que, mine de rien, il y a aussi un fossé culturel qui est gigantesque et qui fait que la classe paysanne historique, elle ne va pas voter aux confédérations paysannes, elle ne va pas être acquise aux idées politiques écologistes et gauchistes. Et qu'on a l'impression qu'il y a un peu une sorte de nouvelle lutte des classes avec uniquement un capital culturel qui est en jeu. Et donc, on a l'impression que on est les dominants dans cette lutte des classes avec le capital culturel. Et que du coup, avec nos communiqués de 3 km de long, complètement alambiqués, peut-être qu'il faut qu'on se pose la question aussi de comment réussir à être audible sans pour autant perdre dans le fond et dans la radicalité de nos propositions. Proposition qu'on se fasse 10 minutes de questions-réponses. Je vous propose des petites règles. Que vous interveniez plutôt pour poser des questions que donner votre avis, ou alors que ce soit en une phrase. Et donc faire vraiment très très court, ça permettra à un maximum de personnes de poser leurs questions. Et sachant qu'après il y a une partie atelier où vous pourrez vous exprimer tout autant que vous voudrez. Ok? Donc, personne. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est la sociologie des syndicalistes de la coordination rurale et de la FNSEA, et à l'intérieur de la FNSEA aussi, justement les éléments de lutte des classes entre exploitants, je sais pas, peut-être des salariés, peut-être justement des éleveurs, des grandes cultures, etc. Voilà, merci. Je prends 2-3 questions avant de répondre. Tu les as notées? On va. C'est une question un petit peu dans le même sens. Moi, je me rappelle de Lambert, quand il a créé le syndicat paysan travailleur, il parlait de lutte de classe à la campagne. Et toi, Thomas, tu as parlé pas mal de classe paysanne. Je trouve peut-être ce terme de classe paysanne est un peu ambigu. Dans quelle mesure on doit parler de lutte de classe à la campagne? Et est-ce que c'est toujours d'actualité? Et de quelle façon? Est-ce qu'au sein de la FNSEA, il y a déjà des sous-groupes ou des antennes locales ou des types de personnes que vous avez identifiés comme étant particulièrement propices à se rallier à ce France Communiste? On va te répondre à ces 3 questions et puis refaire tourner. Ouais, alors, la sociologie des gens de la FNSEA et de la CR, justement, ça va répondre peut-être avec la deuxième question. Nous, c'est ce qu'on appelle un peu la classe paysanne historique. Donc la classe paysanne historique, on entend par là les paysans qui viennent de familles paysannes et qui votent en majorité FNSEA et coordination rurale. On a des paysans de la classe historique à la Confédération paysanne. À chaque fois que je dis ça, ils disent « Ouais, mais moi je suis de la classe historique aussi ». Mais au final, la majorité de ces personnes-là sont dans ces deux syndicats. Après, au sein de la FNSEA, elle est organisée par filière. Et comme tu l'as dit précédemment, il y a vraiment un peu une dichotomie entre les gros céréaliers et les éleveurs. En plus de ça, il y a un fonctionnement dans l'organisation même de la FNSEA qui fait que les gros céréaliers, du fait qu'ils cotisent plus dans leur filière, ils ont plus de poids pendant les congrès et du coup ils ont plus de poids, c'est eux qui vont plutôt décider de qui est-ce qui dirige la FNSEA. Donc il y a une vraie mainmise des céréaliers et parfois quand
malgré tout le clivage entre éleveurs et céréaliers se fait, ils trouvent des subterfuges pour rallier un peu ces deux blocs. Par exemple, à un moment, il y avait cette idée magique de l'agribashing. L'agribashing, en fait, ça a été un moment où clairement la FNB et la FNO, ils commençaient réellement à en avoir marre. La FNB, pardon, la Fédération Nationale Bovine, qui est la filière bovine pour la FNSEA, et la FNO ovine. Qui commençait à gueuler par rapport au positionnement ultra-libéral que prenaient les représentants de la FNSEA, puisque c'est eux les premiers à en pâtir, clairement. Et donc, il y a eu ce concept qui est sorti un peu d'agribashing qui permettait de mettre tout le monde d'accord avec, pareil, cet épouvantail de l'écolo-bobo, etc. Avec l'idée de dire, voilà, il y a les véganes qui persécutent les éleveurs en faisant des actions dans les fermes, et aussi il y a l'agribashing par rapport à l'agriculteur pollueur parce qu'il met plein de pesticides, et ça a permis de ressouder clairement ces deux groupes au sein de la FNSEA. Ouais. Il y a aussi des différences au niveau des différences de personnes. Je sais qu'avec Greenpeace, on avait travaillé avec la FDSEA Île-de-France, et en fait, ils étaient beaucoup plus ouverts au dialogue que dans d'autres fédérations départementales. Et ils avaient très envie de dialoguer, ils avaient organisé des dialogues entre représentants écologistes et représentants du monde agricole, et on avait eu des vraies discussions à huis clos pour aller dans le fond des sujets, des pesticides, de l'élevage, etc. Il y avait 3 questions différentes. J'ai l'impression. Ça répond bien à ta question. Moi, je me demandais, à l'intérieur des céréaliers, il n'y a pas un peu de... Parce que quand même, il y en a qui ont 700 hectares et d'autres qui en ont 70, quoi. Et du coup, comment ça se... Donc c'est aussi en interne sociologique, quoi. Oui, la personne qui est devant dit, parle des dissensus qui peut exister au sein même des céréaliers, par exemple. Et donc oui, c'est sûr que quand on a 700 hectares comme Arnaud Rousseau, ou plutôt 50, c'est quand même pas la même chose. Quand on a un polyculteur élevage, où on fait un peu de céréales pour nourrir son bétail, on n'est quand même pas dans la même dynamique. Quand on a des... Alors, monoculture, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais ça n'existe pas les monocultures. Mais quand même, il y a quand même des surfaces qui sont plus grandes et plus monoculturelles que d'autres. Enfin, voilà, donc oui, il y a des dissensus. Après, nous, on n'est pas capable là, sauf si toi, Thomas, tu peux, mais moi, je ne suis pas capable de dire à tel endroit précisément, il y a telle personne. Pour compléter, quand même, pendant les révoltes paysannes, on a bien vu qu'il y avait aussi des petits céréaliers qui se mobilisaient énormément. Et ça, il y a aussi les gros céréaliers qui se sont mobilisés pour pouvoir faire passer leurs revendications. Hein, parce qu'au final, ça a été beaucoup ça, hein, les révoltes paysannes. Ça a permis en fait de faire avancer l'agenda libéral du gouvernement, hein, rien de plus, quoi. Mais au final, quand même, il semblerait que dans les blocages, etc., il y avait quand même des petits céréaliers qui en chient quand même, parce que c'est pas, il faut quand même avoir beaucoup de surface quand même pour réussir à être gagnant là-dessus. Et ce qu'on peut dire en termes de personnes aussi, c'est qu'il y a des arguments qui marchaient plus ou moins. Je sais que pendant la crise agricole, je suis beaucoup intervenue sur ces sujets-là, et je rencontrais des éleveurs ou des agriculteurs qui me disaient « Non mais Arnaud Rousseau, on est très content qu'il soit notre président. L'histoire de 700 hectares, en fait, c'est pas vraiment 700 hectares, parce que c'est un montage particulier, c'est sa femme, etc. » Et qui était très content qu'il soit représentant de la FNSEA, parce qu'il disait qu'il allait pouvoir peser face à des représentants de grandes entreprises sur les marchés d'un point de vue économique. Donc c'était content d'avoir une espèce de grosse tête comme ça économique. Et il y en a d'autres qui, au contraire, grâce notamment, entre autres, au travail de la Confédération paysanne, qui a réussi à appuyer sur cette question d'élitiste ou d'agro-business, eh bien il y en a qui ont commencé à se dissocier de la FNSEA. Et finalement, au sortir de la crise, la FNSEA avait été, malgré son succès d'un point de vue, d'un point de vue de sa victoire, qui a été de faire tomber des mesures agroécologiques, puisqu'elle a réussi à cranter ce qu'elle avait obtenu au moment de l'Ukraine, c'est-à-dire faire sauter vraiment l'obligation de jachère, d'un point de vue non plus temporaire mais pérenne. Donc elle a réussi ça, mais d'un autre côté, elle a été fragilisée, puisque des dissidents sont partis, sauf qu'entre autres, ils sont partis vers la coordination rurale. Ouais, c'est comme le RN. C'est toute la question posée Thomas. On va se reprendre 2-3 questions, alors je ne sais toujours pas comment faire, mais il y avait une personne là-bas qui levait la main, et puis on avait voilà, une là, et puis là, voilà, ah ouais, et puis là, voilà, on va faire 4 comme ça, 4, et je suis désolée, c'est très difficile d'être, tu vois, de tout ça.
Bonjour à tous. Vous parlez d'argumentaire et tout ça. Moi, j'habite en milieu rural ici en Bruxelles. Et je voulais savoir si vos différentes organisations ou d'expériences, vous avez créé des argumentaires justement pour parler ce vocabulaire, pouvoir échanger avec vos voisins, nos voisins. Merci. Tu peux faire passer à la personne qui était... Oui, j'avais une question par rapport à la pression de la coordination rurale sur le village de Long. Vous l'avez évoqué et je voulais juste des précisions par rapport à ça. Merci, il y avait la personne là. Pardon mon ignorance sur la lutte dans le milieu rural, mais on a mentionné plusieurs fois qu'il faudrait arrêter de blâmer l'agriculteur, mais il faut blâmer le système. Mais a-t-on vraiment déjà blâmé l'agriculteur plutôt que le système? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est à dire ça alors que ça paraît une évidence? Tu parles de l'agribashing, c'est ça? Bah, soit la forme d'agribashing, soit n'importe quelle autre forme qui fait qu'à un moment donné on a réussi à faire croire que les écologistes ils vont blâmer les agriculteurs plutôt que le système. Comment ça se fait en fait qu'on en est à exprimer ça, qui me semble une évidence et je pense qu'il est... Et il y avait la personne... Attends, d'abord, il y avait... Non, il y avait... Non, moi je vais pas manger. Voilà. 1, 2, 3, 4. 4 là. Moi j'avais une question, je crois qu'il y a les élections professionnelles bientôt et le taux de syndicalisation dans le milieu agricole, je ne sais pas trop quel il est. Est-ce qu'il y a une stratégie là-dessus d'aller chercher les non-syndiqués et comment les soulèvements on peut aider à ça? Merci beaucoup. On répond à ces questions, puis on va passer à la présentation de Sandro, mais qui permettra aussi de continuer à éclairer ces points de débat. Thomas, tu veux répondre sur la partie argumentaire vocabulaire? On n'a pas d'éléments de langage encore pour pouvoir parler avec nos voisins. En revanche, Super BD. je pense que non, mais je pense qu'au final les discours qu'on a tenus pendant la révolte paysanne ont été un peu, on a essayé en tout cas de les doser pour que ce soit le plus audible possible. En fait, cette stratégie, elle est un peu simple, c'est aussi ne pas mettre en avant les revendications environnementales et en disant que les normes environnementales, oui, effectivement, c'est problématique aujourd'hui pour les paysans et les paysannes puisqu'ils sont dans une précarité économique. Donc si en plus de ça, on les oblige, par exemple, à ne pas traiter autour des ruisseaux, et en fait, ce sont des contraintes. Et du coup, l'idée, c'est de dire, à travers le discours du revenu, c'est de dire, en fait, si on rémunère justement le travail paysan, et on aura ces normes, elles seront bien mieux acceptées. Et en fait, le monde paysan, il a clairement envie aussi de cette transition environnementale, puisqu'il en a marre aussi de plus être intégré dans cette société, d'être montré du doigt, etc. Et ça, il y a des études qui le prouvent aussi. Donc, moi, je pense que c'est clairement l'angle revenu qui est le plus important. L'angle revenu, et j'ai envie d'ajouter, au-delà de la question du vocabulaire, il y a la question de l'écoute. En fait, c'est tout bête, mais je sais pas, moi, j'ai passé un nombre incalculable d'heures avec des éleveurs, des agriculteurs, avec qui on ne partageait pas les mêmes avis, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, ce qui revient, c'est d'être entendu, quoi. Et en fait, dès lors qu'ils sont entendus, qu'on arrive à vraiment... entendre pour de vrai, pas faire semblant, pour les manipuler. Et derrière, à discuter du fond du sujet qui est la pérennité économique des exploitations sur le long terme. Et donc, quand on parle de changement climatique, faire un lien avec ça. Parce qu'en fait, il y a plein d'agriculteurs qui sont en grand stress aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent plus à prendre des mesures d'adaptation parce que le changement climatique devient trop imprévisible. En fait, quand on parle de ces éléments-là, on commence à trouver un terrain d'entente, quoi. Et ça rejoint en fait la question sur... que j'appelle agribashing dans ma tête, mais qui est en fait cette question-là de est-ce que vraiment on blâme les agriculteurs plutôt que des pratiques. Et moi, dans ma pratique, à part, je suis désolée pour tous mes amis antispécistes véganes, mais à part certains antispécistes, et pas tous, mais qui ont fait des attaques contre des boucheries spécifiques ou certains élevages très spécifiques, et où donc là, des éleveurs ont pu se sentir visés à titre individuel, et parce qu'ils ont été visés sur leur exploitation, sinon c'est surtout des pratiques qui sont dénoncées par les écologistes. Et par le mouvement alternatif, c'est la pratique de l'usage des pesticides, des engrais, etc. Et le problème, c'est que quand on parle de pratique, en fait, en face, de par leur histoire corporatiste, de par toute la dimension cognitive dont va nous parler Sandro, en fait, on vient tout de suite toucher à quelque chose d'identitaire.
d'identitaire. Quand on parle de viande, on vient toucher à quelque chose d'identitaire. Et donc tout ça, ça fait qu'on a beau dire mais non, mais on parle de pratique, on ne s'attaque pas à vous personnellement, bah en fait derrière les pratiques il y a des gens et ces gens se sentent visés. Donc ça c'est un nœud qui est très compliqué à démêler quoi. Enfin, ça fait 10 ans que je suis sur le sujet, j'ai pas trop réussi à le démêler, si ce n'est en passant par l'angle dont parle Thomas de prendre la question du revenu, de l'adaptabilité au changement climatique, enfin tout ce qui va vraiment intéresser l'agriculteur et là où on peut faire front commun. Compléter sur cette question, ouais, je pense qu'il y a quand même une stigmatisation de la ruralité qui est énorme dans les médias dominants, quoi. Enfin, il n'y a pas un jour sur France Inter où on se fout pas de la gueule des chasseurs et des chasseuses. Enfin, ça paraît con, mais l'activité sociale, c'est une activité sociale qui est hyper importante dans la ruralité. Et à chaque fois, enfin moi ça me rend un peu malade, quoi, et même dans les discours. Dans les discours politiques de gauche, j'entendais Lordon, la dernière réunion, il dit tel opposant politique, il a le discours d'un comice agricole, quoi. En fait, c'est con, hein, mais c'est des petites choses qui font qu'en fait, on se retrouve dans la stigmatisation. Il y avait une question sur les pressions qu'il y a eu sur le camp. Moi, je ne sais pas répondre à ça, peut-être toi tu sais, d'autres personnes. Il y a un appel à mobilisation nationale de la coordination rurale à venir sur le village de l'eau. J'avoue, moi, je suis dégoûté parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une instrumentalisation de cette question, puisque moi, je les côtoie tout le temps, hein, les gens de la CR en session chambre, etc. Au final, sur l'eau, je pense qu'on pourrait trouver un accord politique. Voilà, la CR de la Vienne, elle n'est pas si loin. En Haute-Vienne, en réalité, sur la gestion de l'eau en Haute-Vienne, on peut trouver un accord. Et en fait, là, il y a juste toujours cette mise en avant d'un épouvantail pour pouvoir faire un coup politique, se présenter comme les sauveurs de l'agriculture, alors que même, on est là pour ça, quoi. Enfin, c'est quand même terrible de dire qu'on est là pour le partage de l'eau, qu'on est là pour partager une ressource, pour qu'il y ait le plus possible de paysans et de paysannes sur les territoires, et qu'au final on se retrouve comme les ennemis de l'agriculture. Moi j'avoue, je suis dégoûté, et je trouve qu'il y a une instrumentalisation de la part des responsables de la coordination rurale qui est énorme là-dedans, et que j'espère que ça ira pas loin. Il y a juste une dernière question sur la partie élection. On y répond et après, Sandro, on te laisse la place, et pour les autres questions, on se donnera rendez-vous peut-être demain, ou enfin voilà, on poursuivra l'échange de façon informelle après. Est-ce que tu veux dire la stratégie de la conf déjà sur les élections? Je crois qu'on n'a pas la même position, toi et moi, déjà sur ce sujet. Déjà, les élections professionnelles, c'est bien de dire élections professionnelles parce que souvent on dit que c'est les élections chambres d'agriculture, mais les enjeux sont bien plus importants que les seuls outils chambres d'agriculture. Il faut savoir que... Ouais, alors les chambres d'agriculture, c'est un outil qui va permettre de mettre en place des formations, d'accompagnement des porteurs et porteuses de projets, qui pourrait mettre en place par exemple des projets économiques à l'échelle du territoire. Par exemple, nous à Haute-Vienne, ils sont à fond pour le développement du photovoltaïque, de la méthanisation. Donc c'est quand même un outil qui peut avoir un effet, mais pour le coup, pour rester aussi clair que les enjeux ne se font pas que dans les chambres d'agriculture, ils se font quand même beaucoup à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Et du coup, le fait de dire que ce sont des élections professionnelles, ça inclut aussi ces notions d'échelle nationale et internationale, puisque c'est un moment où on va se compter au niveau national et on va voir quel poids on fait dans la profession. Donc aujourd'hui, le taux de syndicalisation, en gros, il y a 380 000 exploitants en France, 390 000, il y a 200 000 adhérents et adhérentes à la FNSEA, mais il faut savoir que les adhérents et les adhérents de la FNSEA, comme tu l'as expliqué, c'est beaucoup lié au fait que ce soit un syndicat de service. Et du coup, les gens vont adhérer pour avoir accès à un service. Et du coup, ils ont beaucoup moins de votes pendant les élections professionnelles qu'ils ont de nombre d'adhérents. Alors qu'au contraire, à la Confédération paysanne, on a
on a 10 000 adhérents et on a, je ne sais plus, 40 000 votants sur les élections professionnelles. Donc nous, on se positionne plutôt comme un syndicat d'idées et les gens vont vraiment voter pour les positions plutôt que pour le service. Et donc pour répondre à la question d'un point de vue stratégique, en fait, je pense que la conf, vous avez quelques éléments mis en route. Il y a aussi tout un collectif qui s'appelle le collectif Nourrir, qui regroupe tout un tas d'organisations, syndicats, assos de consommateurs, assos environnementales, la conf et d'autres organes agricoles et alimentaires, et qui se bougent en ce moment, qui prévoient notamment d'aller former, notamment pour les élections professionnelles. Parce qu'en fait, il y en a même qui ne savent pas qu'ils peuvent voter. Par exemple, les salariés, je sais n'importe quoi, les salariés de la FNAC, de la Fédé de l'agriculture bio, ils ne le savaient pas, mais en fait, ils peuvent voter. Et en fait, c'est quand il y a eu cette formation qu'ils se sont dit, ah oui, en fait, les salariés, on a le droit de voter, parce qu'on est aussi une organe. C'est pas que les agriculteurs et les agricultrices, en fait, qui votent. Mais là-dessus, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout... alors, il faudrait revoir au regard de ce qui s'est passé là ces dernières semaines à l'Assemblée nationale, mais on n'est pas en position de force à l'Assemblée nationale, quand même. Et on a un gouvernement, notamment un ministre, Marc Fesneau, à l'agriculture, qui verrouille quand même pas mal le processus. Et en fait, là, il y a même un autre risque qui pèse, c'est qu'ils veulent transformer l'attribution des financements adressés aux syndicats qui sont dans le champ de l'agriculture. Et donc là, on est en train notamment de se battre pour empêcher qu'il y ait ce changement qui renforcerait encore la FNSEA. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la FNSEA est en train d'agiter le chiffon rouge de l'extrême droite auprès du gouvernement en disant « Attention, la coordination rurale, c'est l'extrême droite, il ne faut pas qu'ils soient plus puissants, donc il faut leur couper leurs subventions, pas leur financement. » Et donc, ils sont en train d'obtenir ça, sauf que le principe de financement qui va à la coordination rurale, c'est aussi celui qui va à la Confédération paysanne. Et donc, voilà, ils agitent ça pour se renforcer et ça affaiblirait les minorités comme la Conf et la CR. Tout un micmac qui rejoint tout le jeu politique. Et donc, d'un point de vue stratégique, moi je ne suis pas dans une organe, donc je ne le fais pas et personne n'arrive à trouver le temps de le faire à fond. Mais moi, je pense qu'il y aura un gros enjeu. Les élections des professionnels, c'est tous les 8 ans, je crois. 6 ans. Tous les 6 ans. Donc, ça arrive assez peu souvent. Et en fait, on aurait besoin de se mettre en branle pour dans 6 ans déjà, plutôt que là maintenant, parce qu'on arrive un peu tard, pour aller transformer les modes de scrutin et faire en sorte qu'il y ait notamment qu'il y ait une proportionnelle dans les modes de scrutin. Je ne rentre pas dans le débat technique maintenant, mais en fait, il y a tout un enjeu en fait, à recréer de la démocratie via les chambres d'agriculture. Et c'est un endroit où on pourrait reprendre le pouvoir en fait, sur les questions agricoles et alimentaires. Mais bon, ça, il faudrait voir ce qui se passe du côté du Pays Basque, il y a une chambre d'agriculture alternative avec des citoyens citoyennes, enfin voilà. C'est tout un autre atelier. Je propose qu'on passe à la présentation de Sandro, puis on reprend un temps de questions-réponses. Oui, du coup, quand on est un syndicat représentatif, donc on fait plus de 10%, on a accès à une représentativité dans les instances décisionnelles locales qui sont importantes, comme la CDOA qui est du coup le comité départemental d'orientation des machins agricoles. Pardon, j'ai un trou. Et du coup, c'est ici que se joue notamment le départage de quand il y a deux terres en location, enfin une terre en location qui est en concurrence pour deux paysans à la location. C'est ici que se décide à qui va aller la priorité pour l'usufruit de ces terres. La SAFER, elle, c'est elle qui s'occupe plutôt de donner l'ordre de priorité du foncier par rapport aux ventes. Donc CDOA plutôt lié à la location, la SAFER plutôt lié aux ventes. Donc c'est des lieux qui sont extrêmement importants parce que c'est ça qui va régir le fait que est-ce que ça va aller à un agrandissement, est-ce que ça va aller à l'installation, etc. Est-ce qu'on peut le mettre en stockage le temps de trouver un porteur ou une porteuse de projet, etc. Et puis il y a la CDPNAF qui elle s'occupe plutôt de l'aménagement foncier et du coup va décider de la possibilité ou non d'artificialiser du terrain agricole, par exemple d'accepter des projets de photovoltaïque, etc. Voilà, si vous connaissez les gens du milieu agricole, faites-les adhérer à la conf, qui a du mal à chercher les adhésions, qui n'ose pas à la conf, et s'impliquer pour les gens de l'agriculture. À toi pour la partie... Numéro. Une petite remarque. Non, attends. En fait, je suis désolée, il y a plein de choses importantes. Je suis sûre que ce que tu as à dire est hyper important, mais tout ce que les gens ont à dire ici est hyper important. Et donc, en fait, je ne vais pas laisser les gens qui parlent le plus fort juste à chaque fois prendre la parole. Je suis désolée, ça me tient à cœur en tant que facilitatrice. Et ce sont souvent des hommes, je suis désolée, mais je ne vois jamais les femmes faire ça. Donc, même...
ça va être un peu expérimental, là, les 10 minutes de présentation. Je ne sais pas du tout si c'est pertinent, vous me direz, de donner quelques vagues notions de psychologie cognitive. C'est d'autant plus risqué que c'est une discipline qui n'a pas très bonne presse dans le monde de la gauche radicale, un peu parce que ça a été phagocyté par le libéralisme et le macronisme, et du coup, comme souvent, la gauche radicale déserte les milieux qui ont été salis comme ça par l'ennemi, et c'est peut-être un peu con, parce qu'il y a quand même des outils de subversion intéressants là-dedans, ou pas, vous me direz, peut-être c'est bien qu'on déserte. Mais, bon, j'ai jamais fait ça, vous me direz si ça a un sens ou pas. Premier point, il n'y a pas besoin de la psychologie cognitive pour nous dire ça, mais néanmoins, ce qui confirme qu'on a des mécanismes mentaux très fondamentaux qui viennent de très loin et qui nous font distinguer en permanence les nôtres des autres, quoi. Et les nôtres, c'est les collaborateurs potentiels, c'est les personnes avec lesquelles on va spontanément engager des actions mutualistes et collaboratives, et les autres, c'est ceux qu'on affronte, quoi. Donc c'est des mécanismes très ancestraux. Et malheureusement, enfin, le drame et l'humanité se porteraient sans doute beaucoup mieux si ce n'était pas le cas, mais ces mécanismes, pour identifier les nôtres et les autres, se basent sur des critères très superficiels. Des critères de goût, d'apparence, de localisation géographique, et pas du tout, bien entendu, sur des considérations liées aux enjeux économiques globaux, au système, ou au positionnement sur des chaînes de production globales, vu que, bien entendu, c'est des dimensions qui n'existaient pas à l'époque où ces mécanismes se sont évolutivement forgés. Alors, il y a un temps, disons, pendant la première moitié du XXe, et c'est d'où l'aisance avec laquelle les dominants obscurcissent les enjeux économiques, les enjeux d'inégalité, par des enjeux culturels, qu'on sort le voile, l'agribashing, etc. Et d'un coup, ça focalise et ça capte les affects infiniment plus efficacement c'était complètement désespérant de voir à quel point les enjeux économiques et politiques disparaissent derrière des trucs complètement artificiels comme ça. Et le côté très artificiel de l'identification des nôtres et de notre clan vs les autres est connu depuis longtemps, expérimentalement. Il y a des expériences pionnières en psychologie sociale dans les années 70 qui font des résultats assez marrants. Il y en a une notamment où c'est un groupe de vacanciers qui ne se connaît pas, qui arrive dans un village vacances, et ils se séparent aléatoirement entre deux lotissements, d'un côté et de l'autre de la route, disons les Myosotis et les Pâquerettes. Et tout de suite après leur arrivée, on leur donne des questionnaires où il s'agit de juger l'action de gens, de porter un jugement en termes d'action positive ou négative. Et à peine arrivés, alors que c'est juste de quel côté aléatoirement ils sont positionnés sur la route, un biais de raisonnement se met en place et on va avoir tendance à juger les actions positives de ceux qui sont dans notre lotissement comme ayant des causes internes. Genre, il a fait ça parce qu'il est gentil, parce qu'il est honnête, parce qu'il est noble. Et les actions négatives, trouver des causes contextuelles. Donc, il a agi comme ça parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, c'est la situation qui voulait ça. Et c'est l'inverse pour ceux qui viennent de l'autre côté de la route. On attribuera des causes contextuelles aux actions positives, donc tout le monde aurait agi dans ce cas-là, de la même façon dans cette situation. Et trouver des causes internes, il est méchant, il est malhonnête, aux actions négatives. Donc là, évidemment, on pense à toutes les dithocraties bourgeoises, avec quelle facilité on change les outils d'analyse quand il s'agit des siens et des autres. Il y a un facteur aggravant là-dedans, pareil, l'humanité se porterait mieux si ça n'existait pas, mais c'est comme ça, il faut faire avec. C'est que dès qu'on a identifié des autres, on retire, alors certaines personnes sont épargnées par ça, mais quand même c'est assez général, on retire une forme de plaisir assez spontané à voir l'autre subir des déboires, quoi. Et pareil, il y a des expériences assez désespérantes sur des tout petits enfants, ça marche pas à 6 mois, ça marche à 9 mois. Par exemple, on demande à des bébés de choisir des mitaines jaunes ou bleues, donc ils choisissent un peu au hasard. Ensuite, 2 peluches arrivent avec des mitaines, donc les bébés évidemment préfèrent celles qui ont les mitaines de la même couleur. Et ensuite, 2 autres peluches arrivent, et soit elle donne des bonbons à celle qui a choisi les mitaines de la même couleur que l'enfant, soit des bastonnades à celle qui n'a pas choisi, qui a choisi les mitaines de l'autre couleur. Et c'est celle-là que le bébé adore par-dessus tout, quoi. Pas à 6 mois, mais à 9 mois, c'est vraiment avec celle-là qu'il veut jouer, et il y a une forme de plaisir à voir l'autre, celui du clan adverse, quoi, s'en prendre plein la gueule. Et le 80% de l'attraction du projet fasciste repose là-dessus, quoi. Il y a eu des enquêtes auprès des électeurs RN où la question c'était: est-ce que vous considérez qu'un gouvernement RN améliorera votre situation économique?
Et les questions très majoritairement sont non. Mais par contre, au moins, on pourra se consoler le soir en voyant tous ceux qu'on déteste s'en prendre plein la gueule. Les électeurs de Bolsonaro n'attendaient pas en majorité une amélioration de leurs conditions, mais que par contre, ils fassent redescendre les Noirs et les indigènes au statut auquel ils considéraient qu'ils devaient appartenir, que Lula avait extrait et fait entrer dans la classe moyenne. Donc il y a vraiment ce plaisir, c'est un sucre rapide, hein, c'est une joie très passagère, mais en tout cas qui est très puissant. Et dans ces cas-là, il faut toujours s'y maîtriser et penser, bien sûr, alors encore une fois, il y a des cœurs purs qui ne sont pas sujets à ça, mais je pense quand même que, par exemple, dans cette pièce, il doit y avoir un certain nombre de personnes qui ont regardé un certain nombre de fois une vidéo de CRS se prendre un Vélib sur le casque pendant les Gilets jaunes, par exemple, en ressentant un plaisir coupable, mais un plaisir quand même. Et cet exercice de symétrisation-là, qui est en fait la base de l'anthropologie, et sans doute aussi la base pour l'espèce d'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est se mettre à la place de l'autre, à la place de cet autre, en imaginant comment est le monde vu depuis ses yeux. Comment le plaisir qu'on prend à voir un CRS se prendre un pavé, les lecteurs du Figaro retirent exactement le même en voyant des éco-terroristes se prendre des bastonnades. Et cet exercice de retourner, c'est le principe du chamanisme amazonien, c'est se dépersonnaliser et entrer dans la peau d'un être qui a une perspective autre que la nôtre. Et cet exercice de perspectivisme, symétrisation, est d'autant plus assez délicat, c'est vraiment pas spontané, ça se travaille. Et d'autant plus essentiel que autant l'exercice avec les deux lotissements des Myosotis et des pâquerettes montre que parfois la perception des alliances et des inimitiés peut être très labile, et ça c'est une force et quelque chose sur lequel on doit jouer, c'est que ça peut se faire et se défaire très facilement sur des critères très superficiels. Mais par contre, il y a certains moments où ça ne se défait pas du tout facilement, quand sont en jeu ce que la psychologie cognitive appelle de façon sans doute un peu maladroite les valeurs sacrées, c'est-à-dire que dans l'esprit, on intériorise deux types de valeurs, les valeurs utilitaires, qui peuvent être extrêmement importantes, mais qui restent négociables. C'est-à-dire sur les valeurs utilitaires, on continue à peser le pour et le contre, ce qu'on peut y gagner, ce qu'on peut y perdre en défendant cette valeur. Et ensuite, il y a les valeurs sacrées qui nous définissent en tant que personne, et celles-là sont innégociables. C'est-à-dire que si quelqu'un va essayer de vous expliquer avec une argumentation rationnelle que cette valeur se fourvoie, il faut la revoir, plus l'argumentation est rationnelle, plus ça vous crispe, et plus vous la défendrez avec conviction. Et évidemment, le problème, c'est que ce qui est valeur sacrée pour une personne n'est pas la même pour une autre personne, et chacun a intériorisé certaines valeurs comme définitionnelles de sa personne. Je vais donner un exemple qui est un peu casse-gueule politiquement, parce que c'est super simplificateur, super romancé, mais peut-être ça illustre un peu le truc quand même, de conflit pendant la lutte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes entre personnes dont la valeur sacrée était la poursuite du mouvement d'occupation et le renforcement et l'empuissantement du mouvement d'occupation contre antispécistes et véganes, pour qui la valeur sacrée, c'était la valeur innégociable, c'était l'antispécisme. Et donc, avant les âgés, des personnes qui voulaient démontrer que vraiment on avait besoin de couper d'arbres, parce que là, c'était vital pour le mouvement d'avoir des charpentes. Et plus l'argumentation était rationnelle pour dire qu'on avait absolument besoin de couper ces arbres, plus ça braquait le camp adverse. Et il y a eu par contre un déblocage à un moment quand on est allé sur le terrain, enfin c'est pas moi, mais sur le terrain des valeurs sacrées d'autres, en disant bon, on va couper que les arbres malades, que les arbres condamnés, et là on s'y maîtrise et on va dans le domaine du sacré de l'autre. Et c'est plus. Et ça c'est quand même utile parce que la situation, on se dit cette fois-ci vraiment on a conçu une argumentation qui est imparable, enfin, vraiment le raisonnement est parfait, et plus il est parfait, plus il va crisper l'autre. Ça marche aussi avec les incitations financières dans les grandes négociations, la diplomatie internationale, c'est-à-dire si on s'attaque à ce qui est considéré comme une valeur sacrée pour un peuple, si on ajoute une incitation financière, on obtient un effet contre-productif. Ça va braquer davantage. Alors que si tu vas sur le terrain du sacré de l'autre, tu engages beaucoup plus facilement un début de conversation. Et oui, la difficulté, c'est ça, c'est qu'un temps, la lutte des classes et les critères superficiels d'identification, la classe ouvrière contre la classe bourgeoise, ça coïncidait avec des pratiques, des valeurs, des façons d'être, et donc les deux se superposaient à peu près. Mais l'une des grandes victoires de la troisième phase du capitalisme, c'est d'avoir défait, d'avoir séparé les enjeux culturels, les identifications superficielles des enjeux économiques réels. Et donc là, comment sans doute rapprocher les deux, toujours dans une démarche perspectiviste,
c'est une des façons de formuler un peu un des enjeux qui nous occupe. Et évidemment, ça a été dit plein de fois, la question sur la FNSEA, sur le monde agricole, sur la ruralité, et en version résumée, la même que celle qui nous occupe vis-à-vis de l'extrême droite, évidemment. Merci. Oui, bonjour. Moi, justement, dans ce sens, j'aurais aimé que peut-être ce soir, aujourd'hui, il y ait aussi des syndicats non agricoles, d'ouvriers, etc. Puisque justement, la réussite de la FNSEA, c'est d'avoir divisé entre monde agricole et monde urbain, qui vient en fait de l'agrarisme dont vous parliez au début, alors que les inégalités au sein du monde agricole sont énormes et tout fait pour les terres. Et on a parlé de l'histoire de la FNSEA, de la CR, mais on n'a pas parlé de l'histoire de la CONF. Et en fait, elle est une histoire aussi particulière, puisque à l'origine, la CONF elle a été créée en partie par des dissidents de la FNSEA qui ont réussi. Il y a des FDSEA, donc départementales, qui sont passés à gauche parce que justement on a fait des alliances avec les ouvriers, des salariés, etc. Et je pense qu'on pourrait aussi s'inspirer un petit peu de l'histoire pour de nouveau donner la main à. Enfin, moi je suis à la CONF, donner de nouveau la main aux syndicats non agricoles pour justement penser classe sociale et pas forcément professionnelle syndicale. Tu peux faire passer là-bas au fond, puis revenir à la personne. Questions là. Dans le coin, vous n'avez pas encore parlé là. Il y a une question là-bas. Merci. Social de gauche. C'était un peu globalement, quand j'ai pensé j'ai vu l'intitulé du temps là, en pensant à des classes dans le milieu agricole, j'ai pensé à des grands absents de beaucoup de discours et représentations dans les différents syndicats qui sont les salariés agricoles. Et donc voilà, un peu une question qui en fait rejoint un peu les deux temps d'intervention, parce qu'il y a quelle est la place des salariés agricoles, des travailleurs agricoles, qu'ils soient légaux ou clandestins, dans les luttes, dans la prise en compte des programmes des différents syndicats, dans leur représentation. Parce qu'en fait, voilà, nous on est dans le Tarn, où il y a beaucoup d'exploitants dans les fruits qui font appel à énormément de main-d'œuvre immigrée et qui ne sont jamais considérés comme les nôtres quand on parle des paysans ou des agriculteurs. Moi j'avais une question par rapport aux services justement proposés par les syndicats. Vous avez dit qu'il y a pas mal de monde qui adhère à la FNSEA plus par obligation ou pour se faciliter la vie que par conviction. Et du coup, est-ce que la CONF propose des services un peu similaires ou d'autres services qui pourraient faciliter l'adaptation au changement climatique? Est-ce que ça peut s'envisager qu'elle en propose avec l'aide des personnes qui sont là ou qui rejoignent par les idées le mouvement? Je propose qu'on réponde déjà à celle-là. Disons que nos financements ils sont vachement liés à nos résultats pendant les élections. C'est aussi un des gros enjeux des élections professionnelles, c'est que plus on a de votants, plus on a de financement. La FNSEA, elle a des immenses outils qui sont les chambres d'agriculture, ils ont d'énormes financements parce qu'ils sont extrêmement majoritaires. Et du coup, ils ont le temps et l'argent de financer des salariés qui vont pouvoir répondre à ces demandes-là. Nous, clairement, on fait le choix plutôt de se focaliser sur le politique. En revanche, on a notre structure d'accompagnement, par exemple des porteurs et porteuses de projets, qui est les ADA, qui sont au niveau départemental, régional, ça dépend des endroits, qui font un peu ce taf de formation, d'accompagnement et de promotion de l'agriculture paysanne. Et je rajouterais que ça, sur toujours cette question stratégique par rapport aux chambres d'agriculture, aux organisations professionnelles. Aujourd'hui, par exemple, les cotisants solidaires, donc les personnes qui sont agricultrices
mais enfin, je ne sais plus si c'est une histoire de chiffre d'affaires ou quoi, mais en tout cas qui n'accèdent pas au statut officiel d'agriculteur, donc sont cotisation solidaire, elles n'ont pas le droit au vote dans les élections professionnelles. Bon, ben, une des mesures sur lesquelles réfléchissent certaines associations ou organisations agricoles, c'est de changer cette règle-là au niveau de la loi. Mais là, on rentre dans une stratégie de plaidoyer et qui n'est pas forcément la stratégie soulèvement de la terre. Donc en fait, il y a toute une réflexion à avoir et de lien peut-être entre comment faire changer ces règles et comment agir sur le terrain pour aussi que la conf ait plus d'adhérents, plus de votants, etc., etc. Mais là, on retombe sur la question qui demandera un atelier à part entière, quoi. Et du coup, pour la question de la personne au fond, j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs points que tu soulevais en un seul, sur la question des personnes qui sont en situation de réfugiés ou qui viennent en France pour le travail agricole et sans lequel, en fait, il y a plein de filières qui s'effondreraient, enfin la récolte des fraises, la fabrication du champagne, etc. En fait, ça ne tiendrait pas sans cette main-d'œuvre migrante. Ça, c'est très compliqué. Ce qu'a révélé la pandémie de Covid-19, c'est quand même ça, cette dépendance à ces personnes-là. Sauf que là, on voit que la situation, elle ne s'améliore pas énormément, quoi. Alors, il y a des organisations, et je crois que A4 est présente sur le camp. Il y a des organisations qui essayent de mettre ça en lumière. Il y a travaillé aussi avec des médias comme Splan en Bretagne pour mettre en lumière, en fait, ce truc-là. Et c'est encore un gros enjeu à part entière. Et moi, je ne saurais pas quoi te dire là en quelques secondes, quoi. Ça mériterait aussi des très grandes discussions de comment on s'organise par la base pour peser politiquement. Enfin, j'ai l'impression que c'est tout le programme de soulèvement, quoi. Après, c'est vrai que la Confédération paysanne, on a une commission saisonnier migrants qui bosse sur ces questions spécifiques, qui fait vraiment un super boulot. Et on a aussi un groupe de travail sur comment intégrer, comment travailler en intersyndical avec les syndicats de salariés, qui s'est créé il y a peu et qui, en fait, à la Conf, on travaille depuis quand même quelques années à converger avec les syndicats de salariés de manière générale, parce que ça nous semble primordial de pouvoir converger avec eux, puisqu'en gros, l'agriculture paysanne, pour nous, c'est quand même un projet politique révolutionnaire qui demande à mettre à bas le capitalisme, et on n'y arrivera pas avec 10 000 adhérents, quoi. Donc on est plutôt dans une stratégie d'alliance aussi, que ce soit soulèvement et intersyndical. Et dernier point sur comment aider, tu disais comment est-ce qu'on peut aider nous là dans la salle. Je sais que j'ai encore rencontré récemment des bergères qui étaient en train de s'auto-organiser avec d'autres bergers pour monter des syndicats de bergers, parce que si j'ai bien compris, ça n'existe pas encore. Ça, c'est un endroit où, quand on discutait, il y avait, par exemple, ils n'avaient pas de compétences en facilitation, prise de décision, juste structurer, faire avancer, mettre des idées claires sur le papier. Enfin, tous ces trucs-là qui, en fait, paraissent basiques à certaines personnes, ne le sont pas pour d'autres. Et là, il y a plein de partages de compétences, en fait, et de soutien qui peuvent être faits, ou même du soutien financier. Et il y a un stand des Amis de la Conf. Et un stand des Amis de la Conf où on peut continuer cette discussion. Merci. Voilà, il faut aussi poser plein de questions aux Amis de la Conf sur le stand. Juste pour compléter, ça me fait penser à un truc. En fait, toute cette question aussi des salariés, des saisonniers migrants, etc., elle est intimement liée aussi à la prix des productions agricoles. En fait, le travail humain devient un peu le facteur de compétitivité des exploitants agricoles, et de ce fait-là, en fait, ça pousse à surexploiter les travailleurs et les travailleuses, et qu'en fait, tout est intimement lié, mais bon, j'imagine que tout le monde s'en doute. Okay, deux dernières questions. Hop, hop. Je prends les deux plus rapides. Une femme aussi en plus. Oui, désolé, t'étais après toi. Oui. Pour revenir à l'intitulé qui était diviser la FNSEA, vous n'avez pas trop parlé des JA, qui sont donc les jeunes agriculteurs, qui sont tous ceux qui n'ont pas 40 ans encore, mais qui sont en fait les futurs adhérents FNSEA, c'est un peu la porte d'entrée. Et justement, je trouve que par rapport à la session là, de colère en fait, et du pays qui s'est embrasé en février, c'est parti d'une section JA de Haute-Garonne qui a commencé à bloquer une autoroute, entre autres, et c'est un peu ça qui a été l'événement qui a un peu mis le feu aux poudres. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas un peu aller vers eux et voir s'il n'y a pas des scissions possibles avec certaines sections des JA? C'est une question. Tiens, tu avais la personne en rouge là-bas. La personne en rouge là-bas d'abord, et après il y avait la personne là. Ouais, c'était pour rebondir sur ce qui se disait avant. Du coup, il y a quelques clés de réponse. Mais je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche, j'ai pas bien compris, le fait que les ouvriers agricoles accèdent à la Confédération paysanne? Est-ce que c'est du fait de la Confédération paysanne ou est-ce que c'est du fait de la Chambre d'agriculture?
finis ta question et on va... Voilà, et sinon, je pense qu'il y a eu la réponse dans le lien qu'il y a avec de potentiels syndicats qui pourraient, dans ce cas-là, les syndiquer, quoi. Merci. Donc la personne en vert ici, et puis on va passer à la partie atelier. Merci. Moi, j'aurais aimé revenir sur la PAC, en fait. Thomas nous a expliqué qu'en 92, il y avait eu un tournant avec une subvention à la surface et que par ailleurs, à la FNSEA, c'était les plus gros exploitants qui avaient plus de pouvoir. Et ma question, c'était si dans les nouvelles PAC et dans les idées qu'on peut voir émerger, s'il y a des pistes pour que les subventions à la surface s'arrêtent ou soient réduites. Merci Geneviève. Je vais répondre à ta dernière question. Ça fait, je sais pas, 10, 15, 20 ans qu'on est 20, 30, 40, 50 organisations écologistes, consommateurs, agricoles, à travailler ensemble, à faire du plaidoyer français, européen pour faire changer ça. Et aujourd'hui, la dynamique politique européenne, qui là, c'est pas autant droitisée que ce qu'on pensait, mais qui s'est encore un peu droitisée dur là, avec les dernières élections européennes, fait que c'est pas entre faveurs. Et que lors des dernières négociations PAC, c'était des céréaliers notamment qui avaient la main sur le texte, les rapporteurs de texte. On retrouve ce conflit de pouvoir là, à cet endroit-là. Et aujourd'hui, je sais pas, on n'est pas assez bon, pas assez puissant, ou juste, et je pense que je vais faire plaisir à certaines personnes ici, peut-être qu'il faut arrêter de faire ce genre de travail et se concentrer que sur le terrain. Peut-être qu'il faut continuer à faire les deux, parce qu'en fait, j'ai envie de le dire aussi, hein, j'ai beaucoup de discussions avec les antispécistes, les anards, les gens qui font du plaidoyer. Et il y en a qui disent qu'il faudrait juste arrêter parce qu'on n'arrive pas à faire changer les choses au niveau européen, ou au niveau du plaidoyer même français. Et en fait, on passe aussi beaucoup de temps à faire du damage control, enfin, à empêcher certaines grosses régressions. Et là, ce qui s'est passé pendant les révoltes paysannes de février fait qu'on a encore reculé. Et en l'espace de quelques semaines, on a perdu ce qui avait été gagné pendant 3, 5, 7 ans de durs combats, quoi. Et donc, en fait, là, je sais pas si on... En gros, l'idée générale serait de transformer les aides à la surface par des aides à l'emploi. Ce serait pas bien ça quand même. Ce serait quand même bien. Mais en fait, c'est pas la logique qui prévaut parce qu'en fait, les intérêts ils sont profondément capitalistes pour ne pas le dire. Il y avait une. Toi, t'as répondu à ta question dedans en fait. Enfin, je veux dire comment ça en vient pour les GIA. Il faudrait travailler pour les GIA. Nous, on a fait un choix pour des questions de temps, mais. Ouais, nous, ça nous plaisait bien comme idée en 87, parce que du coup, nous, on avait la coordination rurale qui avait la chambre d'agriculture, et les GIA, au final, on est allé discuter avec eux, on s'est retrouvés en fait assez d'accord sur, franchement, 90% du discours, quoi. Oui, dans les régions d'élevage notamment, où en fait, on partage le même constat, on partage les mêmes propositions. Et donc, on a commencé aussi à faire des manifs ensemble. Sur la loi Egalim, justement sur cette question de rémunération de nos productions, de prix rémunérateurs, etc. On a même, c'est à ce moment-là qu'on a volé une vache en résine, on leur a offert une vache en résine en symbole de notre super amitié. Bon, ça n'a pas duré, au final, il y a... je pense qu'à partir du moment où il y a des sections JA qui se rapprochent un peu trop des idées de la conf ou autre, il y a tout de suite une action du national qui fait que la mouvance est calmée, il y a eu changement de bureau et on n'en parle plus. Et je pense qu'en fait, il faut arrêter de se leurrer avec les JA. Les JA n'ont pas les mains libres. Les JA peuvent, on a l'impression que parfois ils réussissent à prendre quelques positions qui vont un peu dans notre sens, mais au final, c'est tellement verrouillé au niveau national que je pense que c'est vraiment pas une cible facile, quoi. Et au niveau des organisations professionnelles, pour les chambres, là, les élections auront lieu en janvier, la FNSEA et les jeunes agriculteurs proposent une liste commune. Donc en fait, ils font vraiment front commun et donc finalement travailler sur cette stratégie-là, c'est travailler sur l'ensemble. Est-ce que tu réponds à la dernière question de la personne en rouge? Et du coup, pour savoir, les salariés malheureusement ne peuvent pas adhérer à la Confédération paysanne, c'est une question statutaire. On est un syndicat d'exploitants agricoles
Alors, on est sur le papier un syndicat de patrons, mais dans le cœur, on est un syndicat de travailleurs et travailleuses de la terre et des prolétaires, etc. Tu réponds pas du fait de qui C'est une question juridique. En fait, pour pouvoir participer, c'est une question statutaire pour pouvoir participer, être un syndicat représentatif agricole, on ne peut pas syndiquer des salariés. Et qu'est-ce qui vous empêche de changer les statuts? C'est pour être représenté. Je sais pas. Mais pour aller à la chambre d'agriculture. Je sais pas, Christine, peut-être tu sais. Oui, voilà, oui. Ben oui, c'est la règle de représenter tout le monde. Qui a le pouvoir sur les statuts? Et donc c'est le ministère de l'Agriculture qui valide les statuts? C'est le ministère de l'Agriculture qui décide à quel collège on appartient. On ne peut pas appartenir au collège d'exploitants agricoles. Donc, si on a les statuts. Sans surprise, le blocage vient du ministère de l'Agriculture. Je propose qu'on n'ouvre pas plus ce débat. Il y a Sandro qui veut faire un dernier point et après on passe à la partie atelier. C'est pas un dernier point, c'est juste un truc un peu évident sur la question de la PAC et des institutions. Est-ce que tu commençais à dire, est-ce qu'on continue le plaidoyer ou pas? Et c'est vrai qu'il y a eu un âge d'or du plaidoyer il y a quelques décennies, et là il y a quand même un espèce de désespoir dans ce domaine-là, que vraiment il faut multiplier les efforts pour essayer de ne pas perdre, quoi. Et donc là, les gens s'épuisent comme ça, et c'est évidemment tentant de dire on va déserter ces sphères-là et faire des trucs entre nous. Et évidemment que ça passe par une jonction entre les deux. Enfin, quand on parle d'étendre notre champ d'alliance, c'est bien entendu horizontalement, mais aussi verticalement. Bien sûr que l'idée de construire des formes d'autonomie territoriale, mettre en place des réseaux d'autonomie alimentaire qui permettent de se nourrir en dehors du marché via des initiatives de type SSA, etc., ça ne se fait pas du tout de la même façon selon sous quel gouvernement on est, à quelles institutions on a affaire. Vraiment les grandes victoires, la sécurité sociale tout court, ça a été voté parce qu'à la fois il y avait Ambroise Croizat au ministère du Travail, qui était à la fois dans les institutions et dans les luttes syndicales. Et si on n'a pas un appui institutionnel et une capacité à faire peur, une capacité à faire planer une menace insurrectionnelle, en gros, quoi, il faut les deux leviers. Et donc l'idée d'étendre les champs d'alliance, c'est aussi dans cette direction-là. Et comment associer les quelques appuis institutionnels qui pourraient se multiplier paradoxalement dans le paysage de fascisation générale qu'il y a quand même dans les corps intermédiaires de l'État, des personnages, alors pas dans les hautes sphères où vraiment on a affaire à des sociopathes radicalisés, donc il n'y a plus rien à faire, mais la sphère juste en dessous, il y a quand même du pouvoir décisionnaire et c'est pas encore trop radicalisé. Il y a des gens qui vont quand même se sentir de plus en plus mal à l'aise dans le paysage fascisant, et sans doute des petites alliances à tirer, des petites fenêtres politiques à ouvrir de ce côté-là. En tout cas, il ne faut pas du tout négliger ces alliances-là, sachant que ces personnes ne pourront absolument rien obtenir si, comme Ambroise Croizat en 1946, elles ne peuvent pas faire planer la menace de mouvements sociaux massifs qui les soutiennent, quoi. Le discours de Croizat pour la Sécu, c'était ils sont 5 millions, ils ont gardé leur fusil. C'est vraiment à déclencher la peur chez les dominants. Si on n'a pas la capacité de faire peur, ça ne bougera pas juste le plaidoyer. Et inversement. Merci à tout le monde d'être resté jusque-là. Je propose qu'on passe à la partie atelier. Donc je vais vous expliquer ce qui va se passer. Puis vous verrez si vous avez envie d'y aller. Pour celles qui ne participeraient pas aux ateliers, on propose de se retrouver. Je ne sais pas si Thomas tu seras là, Anima, Alexandro, toi si tu es dispo. Les gens qui veulent bien, je ne sais pas si Christophe, Inès et tout ça, vous serez là, mais en tout cas on se propose de se retrouver à 19h devant demain devant le chapiteau Loutre, pour continuer cette discussion de façon informelle. On n'a rien prévu de plus pour l'instant, donc on ne peut pas vous en dire plus, mais c'est poursuivre un peu ces échanges. C'est juste un point info, c'est qu'il y a une table ronde de dimanche matin où sera abordée la sécurité sociale de l'alimentation, et il y aura aussi une personne qui a travaillé à la Chambre d'agriculture alternative au Pays Basque. Donc, dimanche qui matin, fera partie des intervenants. C'est en lien du coup avec ce qui se passe ici, ça peut. Ouais. Dimanche matin, il se passe des choses en lien avec plein de trucs intéressants. Oh, je suis désolée, je suis fatiguée. C'est vraiment important de le dire là maintenant, ou est-ce que je peux présenter l'atelier et après on voit passer. Tu peux parler du nombre d'agriculteurs qui est resté?
ça a été dit qu'il restait 390 000 exploitants. Alors du coup, c'est bien qu'il y a une femme qui prend la parole fort. Merci de me faire mentir tout à l'heure. Oui, il y a la disparition des paysans. Je suis désolée parce qu'il y a plein de messages comme ça qui comptent. Je pense qu'il y a plein de choses majeures qu'on n'a pas dit. Gros deuil. Ça, c'est un super outil, le deuil, quand on n'a pas pu tout faire. On respire, on deuil. Voilà. Et donc, on va passer à la suite. On va faire une grosse heure d'atelier. La proposition, c'est de se mettre par groupe d'une dizaine de personnes. 8-10 personnes. Vous pouvez faire plus, mais vous savez comment ça se passe quand on est plein. Il y en a qui parlent plus et il y en a qui osent moins. Donc je vous propose des groupes plutôt de 6, 7, 8, 10 personnes max. La proposition, on a imprimé quelques fiches, pas beaucoup. On a écrit, merci Léandre et Christophe, écrit aussi sur des grands paperboards, des grandes affiches, le déroulé que vous pourrez réécrire ou prendre en photo avec vos téléphones que vous n'avez pas pour faire le suivi dans vos petits groupes. L'idée, c'est que de vous proposer de faire un petit tour de table, de juste qui vous êtes, ce que vous avez envie de dire, hein, votre blase, votre pronom, pourquoi vous êtes là, en très bref, et ensuite de se lancer sur la question principale qui est la même en fait, hein, que celle de la lutte contre l'extrême droite, qui est comment penser nos mobilisations, donc nos actions, pour sortir de cette polarisation, de ce clivage dont on parlait, entre, alors on ne savait pas comment le nommer parce que c'est très difficile à définir, mais entre mouvement paysan et citoyen écologiste et mouvement paysans et citoyens plus conservateurs. Donc en gros, on imagine qu'on est les soulèvements de la Terre. Enfin, on est les soulèvements de la Terre. On veut penser nos actions pour dans quelques mois. Qu'est-ce qu'on fait comme action qui prend en compte tout ce qu'on s'est dit là pour en gros venir cliver la FNSEA, cliver les JA, cliver la coordination rurale et faire un vrai front paysan. Ça c'est la question. Oui. Mais on va vous aider, on a proposé un déroulé pour vous aider à traiter ça. Donc l'idée c'est de prendre un petit temps, tout seul, toute seule, quelques minutes pour réfléchir. Je vous invite à le prendre ce temps, parce que sinon les gens qui ont des cerveaux qui vont vite, ils prennent la parole, et ceux qui vont plus lentement, ils n'arrivent pas à prendre la parole. Et ensuite l'idée c'est de faire un brainstorming. Si vous n'avez pas ce mot, vous en trouvez un autre. Mais vous lancez plein d'idées. Et je le dis là, un remue-ménage, voilà. L'idée du remue-ménage, c'est de lancer plein d'idées, n'importe lesquelles, aussi folles soient-elles, enfin aussi grandioses, exubérantes, irréalistes soient-elles, pour lancer l'imagination. C'est pas le moment où on critique en disant « oui mais… » Non, on lance plein d'idées, on donne plein d'idées pour se mettre dans le truc. Et après, petite sous-partie suivante, c'est de prendre les 2-3 idées qui ont vraiment émergé et qui créent l'enthousiasme dans votre groupe, de les fusionner si besoin et d'en développer 2-3. Et à la fin, vous nous écrivez ça très proprement sur un papier et vous nous le transmettez à l'un de nous trois ou l'une de nous trois. Et nous, après, on reviendra et on proposera une restitution. Mais comme dans notre expérience, c'est un peu fastidieux que chaque groupe passe, dire toutes les idées, on propose un truc un tout petit peu plus autoritaire et dynamique, qui est que nous, trois, allons lire rapidement les 2-3 idées clés de chaque groupe en 2 phrases. Et on pourra approfondir ça, s'il y a quelques idées qui nous ont totalement exaltés, on pourra se retrouver donc demain à 19h devant le chapiteau Outard de façon informelle, on ne sait pas encore comment ça se passera. Et venir à l'interlude des présents. Voilà, et venir à l'interlude des présents. Loutre, Alors c'est parti, on va essayer d'être efficace. Bon, dans notre premier groupe, vous saviez déjà faire des ateliers d'une heure pour réfléchir à comment fracturer la FNSEA ou comment déplacer des actualités. C'est pas évident. Et c'est frustrant. Pour autant, des idées sont sorties. On a, je vais vous dire la première idée. On vous invite à refaire, s'il vous plaît, on va essayer de faire ça de manière un peu dynamique, histoire que ce ne soit pas une liste à la colère, ça pourrait être. Du coup, le premier groupe que je reçois, ils ont dit de cibler l'agro-industrie et la chaîne logistique en incluant les zones agricoles. Revendiquer massivement l'annulation des dettes des agricultrices et agriculteurs et recréer des coopératives.
Créer des collectifs informels non étiquetés soulèvement de la terre pour aller à la rencontre des habitants ruraux, fêtes locales, marchés, écouter les retours, témoignages en priorité, faire émerger des cibles communes, exemple, Vitel, etc., en fonction du territoire. Convention citoyenne sur le revenu paysan. Concret, on sort de l'agribashing. Toutes les personnes concernées par le revenu citoyen, le revenu paysan, sont invitées à venir discuter. Connaître les autres comme nous sur un territoire dans une perspective de mise en commun des moyens pour des actions futures. Objectif, réactivité face à une crise agricole. Réactivité face à une crise agricole. En sous-marin, à notre niveau perso, aller à la rencontre des agris ou représentants de l'agrobusiness ou du capitalisme destructeur, banques, etc., de notre cercle proche, famille, voisins, etc., pour écouter et faire émerger des cibles communes. Action déterre contre les structures / acteurs qui soutiennent les accords de libre-échange. Repas solidaire en ville, lutte sociale, ALE, j'imagine les accords de libre-échange, bien se nourrir, devenir exploitant, aller à la rencontre des adhérents et adhérentes de la FNSEA par nécessité pour leur faire changer d'avis. Développer l'aide administrative pour échapper à la FNSEA. Woofing en conventionnel, swing paysan à identifier, chantier massif, mettre à profit les savoir-faire industriels, récolte de témoignages d'agri de tout type, podcast, comprendre les enjeux, vulgarisation, foncier agricole, espace de discussion à partisans pour identifier les responsables de leurs problèmes ennemis communs. Il y en avait plus que 3 là. Cibler avril, CEPOL, blocage des cargos qui amènent les matières premières produites dans les pays en développement et qui sont un manque à gagner pour les paysans en France, plus une source de destruction environnementale là-bas. Mouvement féministe paysanne. Soutenir les paysannes et organiser une action avec elles pour lutter contre les stéréotypes / épouvantails. Autour d'un territoire et d'un sujet commun, organiser des états généraux de riverains autour d'une valeur sacrée, aller chercher des valeurs utilitaires. Co-création de contenu audiovisuel local qui partent de témoignages des agriculteurs, ouvriers agricoles, projections, ouvre sur l'échange, façon de faire brèche, car donne la parole, écoute des autres et rapprochement avec nous. Montrer que les valeurs des agris et des soulèvements ne s'opposent pas. Ne pas convertir, mais trouver des points de rencontre. Entretien, écoute active sur profession agricole, il faut se rencontrer. Montrer les ennemis communs, la malbouffe, supermarché, la SNCF. Là ça fait. Mélanger pédagogie, sociaux, rencontres, aller au salon de l'agriculture. Faire du lien quotidien, boire des cafés, moments informels, investir les mêmes lieux, travailler sur un lexique et l'heure sacrée. Je mets aussi les autres avec. Créer des événements culturels communs, festivals, projections, chambres d'agriculture, lycée agricole. Ils font des événements culturels avec tout le monde, sauf. Et action commune sur le même front, supermarché, coopérative, agro-industrie. Devenir un service d'aide pour ceux qui sont prêts à basculer vers la compte. Aide sur l'exploitation, aide juridique vers la transition. Faire un mouvement social activant des affects positifs qui tient explicitement des enjeux sociaux et écolos. Exemple phare de la sécurité sociale de l'alimentation. Voilà. Cibler des événements communs, golf, grande distribution, participer à des événements à caractère social, festif, localement. Générer des temps de convivialité, la fête des voisins, fun, temps d'action, infiltrer la cantine scolaire, intervention au milieu scolaire, contacter les associations, l'association des professeurs en transition, par exemple. Ou encore, travailler avec les personnes du Programme National Nutrition Santé, le PNNS, son petit nom, pour communiquer avec LE auprès des consommateurs.
Le PNNS, c'est les fameux 5 fruits et légumes par jour. Ça. Bah, nous, on a essayé de bosser avec eux, c'est pas évident. Je reprends sur l'exemple phare de la sécurité sociale de l'alimentation, j'ai un peu décrypté. Il y a marqué qu'il y a un ancrage territorial avec les expérimentations locales, faire des manifs avec la mise en avant des ennemis communs de l'agro-industrie et des blocages de silos pirates. Voilà. Campagne d'aide, solidarité aux agriculteurs, main-d'œuvre à un moment crucial, comme lors des aléas climatiques ou crises de santé. Activer les comités locaux des soulèvements sur les besoins des territoires et la manière de mobiliser. Comité d'action solidaire. Ça casse le discours de l'agribashing, répond à des besoins où la FNSEA n'est pas présente. Campagne FNSE arnaque, qui dénonce les arnaques de la FNSEA sur le territoire. Ça y est, il y a Basta, qui fait un super travail pour dénoncer les arnaques de la FNSEA. Et c'est plein de compagnies. Sur mon papier, il y a cibler les acteurs de l'agro-industrie, faire du lien entre militantes des villes et acteurs ruraux, revenir à la matérialité de l'alimentation. Cibler la question du revenu, entre parenthèses SSA, Sécurité sociale de l'alimentation. Cibler la disparition des paysans et de leur culture rurale. Alors je m'indique que c'est cibler le sujet de la disparition des paysans. Il faut travailler sur le dialogue entre les citoyens et les paysans. Il faut faire des états généraux des riverains, des enquêtes citoyennes conscientisantes, former à la médiation spécifiquement entre citoyens et paysans, amener ennemis des militants chez les agriculteurs, par exemple les haies, les plantations. Alors je ne suis pas sûr de vous lire vraiment ce qu'il y a écrit. Alors, en tout cas, il faut choisir le moment du calendrier où les agriculteurs ont plus de temps pour avoir. Et il y a un exemple qui pourrait être un échange de main-d'œuvre contre des discussions et de l'écoute. Action ciblée sur les structures qui fixent les reconnaissances des maladies professionnelles. Sujet des pesticides, santé. Monter un réseau d'artistes en lien étroit avec les soulèvements pour création et diffusion de spectacles vivants en lien avec les thématiques rurales. Théâtre documentaire. Dispositif de collecte des coups de pression, chantage, oppression subis par les agriculteurs. Un super livre, Silence dans les champs, qui fait ce recensement. Alors, là, j'aurais peut-être besoin d'un tout petit peu d'aide par les personnes qui ont écrit ça, mais c'est quoi J'essaye, ça a été un peu dur. Question 1, rencontre, banquet régulier, activité co-construite avec une discussion associée sereinement. Pas d'affichage clivant, pas d'affichage clivant, c'est ça. Sur leur lieu, associé à une vente, avec un médiateur. Aide concrète, ponctuelle, mais pas comme le woofing. Ce qui vient d'être dit, ça comme service civique bénévole pour aider. Mais attention à la question du travail dissimulé. Et chez les agris non alliés, affichage mais pas de moralisation. Donc voilà. Et ça fait penser, je ne sais pas si vous connaissez, mais en Belgique, ils ont instauré des brigades d'action paysanne. Des groupes qui font ce travail là, de se rassembler. Le terme brigade a été utilisé dans notre groupe, mais je ne l'ai pas noté. Voilà. Et ben, ça tombe bien parce que c'est cité dans mon papier. Là, il y a marqué action pour attaquer les symboles de la spéculation et des importations. En faisant des actions dans les supermarchés pour critiquer les marges, les prix, les importations, des actions pour bloquer les produits importés, des actions contre les intermédiaires, la Lactalis, etc. Deuxième point, c'est dialoguer avec les agriculteurs, aller au contact des agris sur les territoires, faire des brigades d'action paysanne, créer un kit de communication pour aider les militants et les militantes à s'adresser aux agris. Et le troisième point, c'est médiatiser la sécurité sociale de l'alimentation. Oh là, le sujet monte, c'est incroyable. Ça peut être une cause commune, alimentation saine, pérennité des agriculteurs, faire pression comme pour la sécurité sociale, apprendre à cuisiner les produits locaux via les centres sociaux et la CCAS. Valoriser, créer du dialogue. Marche gourmande, fête paysanne, betterave. Fête de la betterave, sans doute. Problème du clivage sur ces fêtes, événements conviviaux. Créer un fonds pour transformer les exploitations. Former ici et maintenant, un week-end d'action.
Après une étude, on va transformer totalement une exploitation. Castorisation, encore un sujet qui monte, hydrologie régénérative. Chantier qui transforme et qui sert de vitrine, puis déclinaison au niveau local. Slogan, transforme ta ferme, régénère ton rural. Montrer et dénoncer le train de vie des dirigeantes FNSEA et des grandes coopératives. Donc ça pareil, je renvoie aussi au travail d'Amélie Poinçon de Mediapart, de Sophie Chapelle de Basta, qui ont fait ce travail de donner notamment les salaires totalement indécents des grands dirigeants, soit des coopératives, soit de la FNSEA. Et n'hésitez pas à soutenir financièrement ces médias. On a bien besoin au passage. Et l'autre idée, c'est un instant festif autour des produits alimentaires produits par des agricultrices. Il y a un point que j'avais oublié, c'est déconstruction des fake news envers les consommateurs dans les GMS, avec une proposition de les grandes et moyennes surfaces. En faisant des campagnes d'affichage avec des tracts, et il faut visibiliser les informations du monde agricole, élections, PAC, réseaux sociaux, moments conviviaux entre les partis écolos et conservateurs. Faire de la frappité dans ces moments. Se retrouver sur des valeurs et des motivations communes. Baltrade, fesses, breton, betterave. Contrer le discours, piratage média et moyens de com FNSEA et Chambre d'agriculture. Cibler Lactalis, ça pourrait peut-être cliver la FNSEA pour le revenu paysan / prix du lait. Répondre à la coordination rurale qui veut venir sur le camp. Objectif, reprendre la main sur la com en proposant un espace de dialogue sur le fond. Limite, qui va venir parler? Et qui va parler pour les soulèvements de la terre. Attention au rapport de force. Mais je crois qu'il y a des choses sont en train de se discuter sur ça. Je vais le dire avant les autres parce que je ne sais pas si c'est déjà officiel. Et 3, recréer du lien en s'ancrant dans les campagnes, apéro, jeux de cartes, notamment sur la betterave, sur les terres, pour faire venir des agriculteurs conventionnels. Objectif, sortir notre marginalité par le quotidien, sortir des espaces idéologiques. Et il y en avait une dernière. La première idée, c'était attaquer le capital avec des actions style Robin des Bois, donc aller prendre des ressources, je ne sais pas si c'est à des grosses coopératives ou autres, et le redistribuer à des plus petits agriculteurs. Une autre idée, c'est s'attaquer à l'exportation de nos productions, donc en attaquant les intermédiaires, c'est-à-dire attaquer les symboles plutôt que les personnes. Et enfin, sécurité sociale communiste, fin de la rémunération à la tâche, caisse locale de la sécu sociale alimentaire, je pense. C'est ça? Ça se pourrait. C'est ça? C'est la SSA, quoi. C'est la sécurité sociale et l'alimentation communiste. Trouver des incitations sélecting ou sélection offre de services concurrents à celles de la FNSEA. Monter les dossiers administratifs, garderie. Deuxième point, organiser des groupes de militants et militantes allant faire les vendanges, castrage de maïs, afin de partager les conditions des travailleurs et échanger avec les agriculteurs et les agricultrices, dédiabolisation des deux côtés. Et troisième point, campagne d'affichage d'information contre la FNSEA, style affiche contre le FN des législatives, plus campagne contre les grandes surfaces avec des blocages. Et des opérations paniers gratuits. Et c'est terminé, est-ce qu'il y a d'autres... Ça a été mentionné plusieurs fois, les brigades d'action paysanne, c'est quoi les contours de ce concept? C'est peut-être qui sont de Belgique, qui connaissent bien. La question c'était d'en dire un minimum sur les brigades d'action paysanne. Tu sais sûr. Mais ce que je sais, c'est en gros un réseau d'entraide où des personnes bénévoles peuvent venir dans des fermes amies le temps d'un week-end et donc aider et faire de la main-d'œuvre bénévole et dans notre place, tout ça. Et avec les week-ends organisés à la demande des paysans.
Merci beaucoup. Et bien dans ce cas, on en a terminé pour notre atelier. Merci à Thomas, à Sandro. Je fais un micro-point pub. Je me suis demandé ce que je dis ou pas, je suis hyper gênée. Mais j'ai écrit un bouquin sur ces sujets qui est sorti il y a 3 mois, qui s'appelle Les frites viennent des patates, et qui reparle de toutes les mécaniques en fait, de rapport de pouvoir dans notre assiette et dans l'agro-industrie, si ça vous intéresse. Et j'en ai pas avant, bien évidemment. Et sinon, rendez-vous demain, 19h, devant le chapiteau Loutre, et on va pouvoir poursuivre les discussions, ce sera des sous-groupes de travail.